Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un gros segment, mine de rien, une histoire d'un héros assez long aujourd'hui, puisque on va parler de la campagne. C'était le seul point qui manquait sur ma vidéo de campagne, sur ma vidéo de Frozen Throne, pardonnez-moi. C'était la partie consacrée justement à la fondation de Durotar, donc la fondation de la Horde et de l'Alliance en Kalimdor, hein, ne l'oublions pas aussi, même si ça va être globalement un peu plus sujet à la Horde, ça touche forcément l'Alliance et c'est encore plus d'actualité, puisque en plus déjà d'être un épisode très important pour la Horde que vous connaissez de World of Warcraft, et bien c'est également donc la liaison entre Warcraft 3 et World of Warcraft, et surtout c'est d'actualité concernant l'Alliance et la nouvelle, puisque avec les épisodes de Battle for Azeroth, et bien Jaina notamment va être très impactée par ces événements là, ainsi que la nation de Kultiras qui va être jouable et qui arrive, qui est de retour après l'épisode de Warcraft 2, et bien c'est dans Battle for Azeroth. Donc la plupart de ce qui s'est passé dans cette campagne a été repris dans Battle for Azeroth, que ce soit du côté de l'Alliance au niveau de Kultiras et de Jaina, mais également de la Horde, puisque avec l'épisode Garrosh et maintenant Sylvanas, etc., il y a aussi le retour de la Horde un petit peu primordial, j'ai envie de dire, celle de Thrall, confiée avec Bane, Sorfang, etc. Donc ça c'est un épisode très important, et la plupart des héros qui vont apparaître dans cette vidéo ont été soit exploités ou sont des légendes, on va dire, sont assez connus dans l'univers de Warcraft, ou alors certains personnages ont été oubliés, hein. Nazgrel évidemment. Du coup, je le rappelle, alors évidemment il faut regarder la vidéo de Warcraft 3 Reign of Chaos si vous ne l'avez pas vu. Donc là c'est Frozen Throne, c'est l'épisode de en fait ce serait Warcraft 3 Frozen Throne campagne orc, hein, si on veut être précis. Et du coup ça se passe juste après bien sûr la victoire de la coalition, donc à savoir la Horde de Thrall. Donc je rappelle, la Horde de Thrall c'est orc plus troll Darkspear, donc les trolls Sombre-Lance, et les taurennes de Cairn, hein, tout simplement, les taurennes qui sont ensemble et qui forment la Horde. L'Alliance de Kalimdor, donc qui je le rappelle regroupe les 7 nations humaines, donc des Kultiraciens, des habitants de Lordaeron, des habitants de Stromgarde, des habitants peut-être d'Alterac, on sait pas, des Gilnéens, des mages, etc., d'Alaran. Enfin il y a beaucoup de monde, des hauts elfes également, des gnomes, des nains, donc il y a pas mal de monde, et des nains Wildhammer, mais également des nains d'Ironforge. Donc il y a des nains, il y a beaucoup de monde, hein, du côté de l'Alliance. Donc imaginez la taille de la coalition, les forces de la Horde, les forces de l'Alliance, ainsi que les elfes de la nuit qui regroupent tous les animaux de la forêt, hein. C'est un véritable bestiaire, et donc il y a de tout le monde, un bestiaire d'ailleurs, il y a de tout le monde, les elfes de la nuit, etc., les druides, les forces de la nature, et toute cette coalition va réussir finalement à battre la Légion Ardente lors de la bataille du mont Ijal, où Archimonde trouve la mort. Donc ça c'est le plus important. Victoire donc de la Horde, hein, qui est l'une des composantes de cette coalition. Mais pour la Horde c'est une victoire très amère et très âpre, puisque forcément, je le rappelle, lors des événements de Reign of Chaos, donc de la troisième guerre, eh bien Manoroth avait de nouveau fait succomber une partie de la Horde, une partie des orques de la Horde du côté obscur, en buvant le sang de Manoroth. C'était en partie des Warsong, hein, donc les chantes-guerres en français, j'adore prononcer. Et du coup Grom s'était sacrifié, Grom Hellscream s'était sacrifié pour mettre fin au contrôle des démons sur les orques, en tuant Manoroth. Les orques qui avaient bu, la boucle est bouclée, on va dire, avec la défaite de Manoroth. Donc ça c'était bien sûr une Horde un petit peu affaiblie suite aux différentes batailles contre la Légion Ardente, mais une Horde qui a soif de trouver un endroit pour rebâtir la civilisation orc, et du coup en honorant bien sûr la mémoire de leurs ancêtres, et notamment du coup Grom Hellscream, qui était comme un peu le grand frère de Thrall, et donc c'était très important pour lui, et voilà, donc c'est vrai que tout le monde se rappelle du sacrifice évidemment qu'a fait Grom Hellscream. Donc au niveau de la répartition, les elfes ont choisi de rester dans leur forêt, donc d'Ashenvale, hein, Orneval en français, donc le mont Ijal, Ashenvale, toute la forêt au nord de Kalimdor. Les elfes de la nuit restent là-bas, et il n'y a pas de... Voilà, encore une fois, il y a un profond respect. Finalement, Tyrande par exemple, qui était très hostile aux orques, avec la mort de Cenarius, au final ils se sont rendus compte elle s'est rendu compte de la valeur des orques et de la Horde, le côté honorifique, etc. Ils ont été vaillants lors de la bataille et ils les ont aidés. Donc il y avait vraiment une grande paix qui s'est installée entre les elfes de la nuit de leur côté et l'Alliance et la Horde, puisque je le rappelle, les elfes de la nuit ne font pas partie de l'Alliance, hein, dans Warcraft 3. C'est même l'Alliance, l'union de l'Alliance et de la Horde n'avait pas suffi pour battre les elfes de la nuit. Du coup les elfes de la nuit restent dans leur forêt. La Horde va s'établir, je vais vous ouvrir une carte juste après, ne vous en faites pas. La Horde va s'établir
Donc les taurennes vont aller en Mulgore, donc une partie de prairie, etc. qui correspond parfaitement aux taurennes. C'était une oasis, je dirais, dans le désert pour les taurennes. Les trolls vont retrouver, puisque c'est des trolls, je rappelle, des jungles à la base, hein, les Darkspear. Je vous laisse aller voir la vidéo de Zul'jin si vous voulez plus de détails. Mais les trolls Darkspear, donc les trolls Sombre-Lance, c'est tout simplement des trolls des îles, des trolls des jungles spécialisés dans les îles. Et du coup, ils veulent trouver un petit archipel pour se poser. Et il y a les îles de l'écho qui seront tout au sud. On va y revenir. En tout cas, le serment de paix est également prononcé, donc entre, comme vous le voyez ici, entre Thrall et Jaina, les deux chefs de leurs factions respectives, donc l'alliance de Kalimdor, hein, l'alliance de Terramort, et la horde de Thrall, tout simplement. Donc au niveau de la carte, pour vous ouvrir tout ça, comme vous le voyez, donc à la partie ouest, donc comme vous voyez en français, les Pitons du Tonnerre, donc Thunderbluff qui est la capitale des taurennes, et donc qui se sont établis en Mulgore, qui était déjà présent, hein, c'était déjà fait dans Warcraft 3 Reign of Chaos, mais bon, on le redit. Au niveau des trolls, vous le voyez, c'est tout à l'est, au niveau des îles de l'écho, donc l'archipel des îles de l'écho, ou archipel de l'écho comme vous préférez, où les trolls Darkspear vont s'établir, et du côté des orques, eh bien c'est là, en fait c'est à l'endroit justement où plus les orques ont débarqué en Kalimdor, donc ils restent dans cette zone. Qui, je le rappelle d'ailleurs, contrairement à ce qui est dit dans WoW Cataclysme, parce qu'il fallait trouver des raisons pour que la Horde et l'Alliance se refoutent sur la gueule, je le rappelle que même si c'est une terre aride, c'est une terre qui a tout ce qu'il faut pour vivre. Il y a énormément de matières premières, il y a énormément... Enfin, à part l'eau, parce que forcément c'est un peu plus aride, mais il y a de l'eau quand même, puisqu'il y a tout un fleuve qui passe, etc. Il y a des cavernes sous la terre, donc il y a tout ce qu'il faut pour vivre, hein, je le rappelle, c'était une petite parenthèse. Et du coup ça s'appellera, cette terre rouge s'appellera Durotar. Durotar qui est tout simplement, qui porte le nom du père de Thrall, Durotan. Vous savez, j'ai fait une petite confusion dans Reign of Chaos, cette fois-ci pas de problème. J'ai quand même failli faire la confusion. Et du coup, ils vont fonder la nation de Durotar, qui, je le rappelle, est justement le nouveau bastion, le nouveau cœur de la civilisation orque. Donc, ce qui est très important, c'est aussi la capitale va prendre un nom très particulier, puisqu'il s'agit d'Orgrimmar. On y reviendra juste après. Orgrimmar, pourquoi cette capitale s'appelle comme ça? Je suis sûr que beaucoup d'entre vous l'ignorent, hein, pourquoi cette capitale s'appelle Orgrimmar, et on y reviendra juste après. L'Alliance, du coup, comme vous le voyez, au sud-est, va aller dans ce qu'on appelle... Donc c'est tout simplement, c'est une île, hein. Alors je sais dans WoW c'est pas vraiment une île, mais c'est une île, et d'ailleurs je vais en profiter pour vous faire un petit point juste après. Mais on va du coup construire la ville de Terramort. Terramort c'est tout simplement l'un des joyaux de l'Alliance, un des joyaux de construction de l'Alliance, un véritable chef-d'œuvre d'architecture et un véritable chef-d'œuvre de ville, puisque Jaina, je le rappelle, avait permis l'exode de toute l'alliance, on va dire, de Lordaeron. Enfin, une partie de l'alliance de Lordaeron, mais évidemment, mais c'était des grandes forces en présence. Et du coup, toutes ces âmes en peine vont justement construire ensemble, coude à coude, main dans la main. Donc des hauts elfes, des nains, des gnomes, des humains des différentes nations. Ils vont construire tous ensemble une immense ville qui va s'appeler Terramort. Alors là, par contre, contrairement aux orques, etc., il n'y a pas de... En tout cas, je ne connais pas pourquoi cette étymologie, pourquoi ça s'est appelé Terramort. Mais du coup, ils ont trouvé... justement, eux aussi ont trouvé tout ce dont ils avaient besoin dans cette île, puisque je le rappelle c'est une île. Alors je vais en profiter pour faire une parenthèse qui est très importante, puisque l'échelle, alors je vous conseille d'ailleurs la vidéo sur les cartes de Sam Vostok qui est super intéressante concernant l'échelle. Alors je ne vais pas revenir dessus parce que l'échelle des cartes est souvent différente en fonction, voilà, des événements, des nouvelles extensions, etc. Moi c'est même pas ça qui m'intéresse, c'est plutôt l'échelle in-game en fait, l'échelle dans le jeu qui n'est pas du tout représentative de la taille en fait de la carte, parce que par exemple une zone de 1 à 10 comme Mulgore, Mulgore c'est censé être immense, hein. Donc, et je vous reparle même pas de Durotar, hein. Donc Durotar c'est censé, en fait pour que vous ayez une idée un petit peu de la taille, donc tous les Barrens, donc Tarid du Nord, Tarid du Sud, imaginez que Tarid du Nord, Tarid du Sud, ça représente en fait en jeu, ça pourrait représenter la véritable taille de Durotar. Je vous laisse imaginer la taille des Barrens du coup, hein, qui serait 10 fois plus grande que ce qu'elle représente. Mais, et encore ça c'est Kalimdor, Kalimdor c'est plutôt bien foutu. Terramort est toute petite, les îles de l'écho on y va en nageant, hein, alors que c'est censé être quand même un archipel un petit peu loin des terres. Donc bon, les tailles sont pas du tout respectées. Le pire étant sur les royaumes de l'Est, hein, quand vous voyez que Kultiras, qui est quand même très très grande, hein, Kultiras qui est censé faire 2 fois moins, est censé être 2 fois moins grand que Gilneas, et le lac de Lordamer est censé être 4 fois plus grand que Kultiras. Je vous laisse imaginer un petit peu à quel point en jeu ce n'est pas du tout à l'échelle. Puisque c'est important que je vous dise ça, puisque si vous vous rendez dans World of Warcraft dans ces endroits là, vous allez vous dire c'est tout petit alors que c'est censé être 10 fois plus grand quoi. Donc c'était pour le petit rappel. Ce qui est très important,
c'est que justement donc Terramore va se construire d'un côté, Orgrimmar va se construire de l'autre côté et Orgrimmar va être construite, donc la capitale de la Horde et la capitale des orques va être construite sous la férule d'un architecte de génie, un ingénieur bien connu chez les gobelins. Il y a très peu de héros gobelins et celui-là il nous vient tout droit de Warcraft 3, il s'agit de Gazleux, l'ingénieur en chef gobelin de la Horde, puisque je le rappelle, mais dans Warcraft 3 alors à aucun moment, puisque Thrall dit bien que voilà, tout le monde rejoint la Horde, tous ceux qui veulent rejoignent la Horde, etc. Et à aucun moment on nous dit que Gazleux ne fait pas partie de la Horde, et comme enfin, c'est implicitement expliqué qu'en fait Gazleux et ses gobelins font partie de la Horde. C'était déjà le cas dans Warcraft 2, et au final Thrall ayant accueilli pas mal d'anciens membres de la Horde, c'est vrai que on nous laisse supposer que Gazleux fait partie de la Horde. On verra que dans WoW au final c'est un peu moins... En fait le début de WoW a voulu faire en sorte que les gobelins soient neutres, puisqu'ils n'étaient pas jouables côté Horde. Maintenant qu'ils sont jouables côté Horde, c'est vrai que c'est un peu étonnant que Gazleux n'ait pas, on va dire, revendiqué tout ça, enfin son appartenance côté Horde. Mais ça c'est un autre point. Du coup, la construction bien sûr d'Orgrimmar va s'effectuer. Et Orgrimmar, qu'est-ce que c'est? Eh bien Orgrimmar, c'est un hommage de Thrall envers son tuteur, envers son mentor, Orgrim Doomhammer. C'est pour ça que Orgrimmar vient de là, puisque c'est le prénom bien de son tuteur, de celui qui a été un peu comme un père pour lui, hein. De toute façon je ferai l'histoire, en fait je vais faire l'histoire de Warcraft 2 bien sûr avec Orgrim. Donc normalement elle sera, ça devrait d'ailleurs bientôt arriver. Donc si vous regardez cette vidéo, ça se trouve elle sera déjà disponible. Et on fera une vidéo spéciale, on fera une vidéo un jour sur Thrall, parce que c'est un personnage auquel j'ai beaucoup d'attaches. J'adore ce personnage. Et du coup justement cet homme, Orgrim Doomhammer, est un chef illustre, l'un des plus grands noms que la Horde ait jamais porté, l'un des plus grands chefs de guerre que la Horde ait jamais porté. Et c'est celui qui a beaucoup aidé justement Thrall dans sa manière de penser, dans sa tactique, dans son enseignement militaire, son enseignement... Alors, spirituel un peu moins, c'est plus Drekthar, on reviendra après, mais également toutes ses tactiques, ce pourquoi en fait se bat Thrall. Je rappelle que Thrall ensuite a récupéré le marteau, hein, qui s'appelle Doomhammer, et qui du coup il a justement changé l'image, hein. Là c'est le clan d'Orgrim, donc Blackrock. Lui il mettra le clan Frostwolf, hein, quand il récupérera le marteau, et il va récupérer l'armure d'Orgrim également. Donc il y a un énorme lien entre Thrall et Orgrim. Et du coup justement pour honorer la mémoire de cet ancêtre, eh bien la ville de la capitale s'appellera Orgrimmar. Donc ça vient de là. En l'occurrence on va découvrir justement sous les yeux de Rexxar, dans les yeux de Rexxar, donc un personnage que je vais vous décrire juste après. Mais en fait l'histoire de... Ce qui est intéressant avec la campagne Orc de Frozen Throne, c'est que c'était un peu une sorte de test avant World of Warcraft. C'est-à-dire qu'on jouait des héros, des véritables héros, avec une histoire, etc. Et on vous faisait découvrir l'univers de Warcraft, en l'occurrence la province de Durotar, qui est immense dans Warcraft 3. Et parce que vous allez voir les échelles et la taille des conflits, vous allez vous dire mais ils se sont battus dans un mouchoir de poche, c'est pas possible. Mais puisqu'on verra après la carte aussi avec la suite des conflits, etc. Mais du coup, eh bien dans Warcraft, en fait c'était un peu un test avant l'arrivée de World of Warcraft, en mode vous allez jouer un héros avec des compagnons, etc. Vous allez accomplir une série de quêtes. Sauf que la différence avec World of Warcraft, c'est que votre personnage est cité dans l'histoire, a une place très importante dans l'histoire. Et au final, Rexxar deviendra le champion de la Horde. Donc on va vivre vraiment ces événements du point de vue de Rexxar. Mais comme vous savez, j'aime bien le faire, on va aussi prendre du recul pour expliquer 2-3 événements. Donc Rexxar est un Mokh Natal. Alors le Mokh Natal, qu'est-ce que c'est? Le Mokh Natal, c'est tout simplement en fait l'union d'ogres et d'orques. Alors je sais pour pour ceux qui ont les idées les plus mal placées d'entre vous, on ne sait pas. Mokh Natal, c'est juste l'union entre un orc et un ogre. On ne sait pas si c'est orc femelle, ogre mâle, ogre femelle, orc mâle. On n'en sait rien, mais ce qui est certain, c'est que les Mokh Natal, eh bien, ce sont des semi-ogres, semi-orques. Et Rexxar, en fait, justement va en fait alors il a fait partie de la horde d'Orgrim Doomhammer. Il fut un temps, alors c'est assez nébuleux au niveau du moment où il a quitté la horde, puisque il a fait partie de la première horde et la deuxième. Donc il a fait la première guerre et la deuxième guerre, et au final il a quitté la horde lors de la deuxième guerre, un petit peu avant que la horde perde le conflit. Alors on sait pas vraiment à quel moment. Ce qui est certain, c'est que c'est à cause on va dire un démoniste orc. Donc c'est possible que ce soit un chevalier de la mort, on sait pas trop si c'est un chevalier de la mort, un nécrolite orc, juste un démoniste orc, on sait pas trop, c'est un des trois. Et en tout cas c'est celui qui va... Parce que les nécrolites sont censés tous avoir été tués, donc on s'en fout, c'est du détail. Mais on va dire que c'est le côté démoniaque de la horde qui a fait fuir Rexxar, puisque sa louve qui était son... On connaît tous Rexxar avec Misha, son ours, mais à l'époque il n'y avait pas d'ours, c'était un loup, une louve. Et au final Rexxar perdit sa louve lors du conflit.
tué par un utilisateur de magie démoniaque orc. Et c'est possible en fait, pour ma part, en étant en train de bosser sur Warcraft 2, etc., il est fort probable que ce soit lors de l'assaut des îles du rivage brisé, enfin lors des assauts de la tombe de Sargeras, où justement il se soit opposé peut-être, ou qu'il était allié avec un démoniste, et le démoniste tua Salouf pour se régénérer, ce qui marqua profondément l'esprit de Rexxar, et du coup qui fit fuir Rexxar, sachant que c'est... Pourquoi je cite cet événement là? Parce que c'est important, et on le verra après, c'est le moment où beaucoup de gobelins, beaucoup d'orques vont faire défection, quitter la horde, et c'est pour ça que vous avez une présence d'ogres, d'orques, etc., d'orques, de gobelins et d'ogres sur le continent de Kalimdor, étant donné qu'en fait c'était à ce moment là où une partie de la horde est partie vers l'ouest, et tous les ogres qui sont en Kalimdor, et bien c'est à ce moment là qu'ils sont partis. Donc c'est soit des restes du clan Stormriver ou du clan Twilight Hammer, mais même d'autres clans qui ont pu faire défection à ce moment là. Ça fera l'objet d'une vidéo sur Warcraft 2, ne vous en faites pas. Du coup Rexxar tombe, Rexxar avait été en Kalimdor lui aussi, et est tombé sur, et s'est lié d'amitié avec différentes forces de la nature, et notamment certains animaux, en l'occurrence Misha. Alors on connaît pas trop comment il a rencontré Misha, mais ce qui est certain, c'est que il s'est lié d'amitié avec l'ours qu'il a appelé Misha. Et au final, les deux vont rester ensemble toute leur vie. Et au final, il va tomber nez à nez justement, alors que ce sont des vagabonds, ce sont des aventuriers, ils parcourent le monde, ils parcourent la nature, etc. Enfin, ils parcourent tout simplement ils font pas mal d'aventures ensemble. Et un jour, ils tombent nez à nez avec un orc, un guerrier orc qui tombe dans une embuscade des hommes cochons, comme ils aiment bien les appeler, les hommes cochons, hein, les orcs les appellent comme ça, donc c'est les Killboar, ou en français les Huran, qui vont justement lui tendre une embuscade. L'orc va vaillamment se battre, mais il va mourir, et au moment où il est en train de mourir, il remet un message qui dit il remet à Rexxar un message, puisque Rexxar va essayer de l'aider. Il lui remet le message en disant porte ça à Thrall, c'est un message très important, s'il vous plaît, mon honneur serait lavé de cette défaite honteuse contre les hommes cochons. Et du coup Rexxar va dire pas de soucis soldat, pas de soucis guerrier, j'irai porter ça à ton chef pour honorer ta mémoire. Et parce que vraiment Rexxar, il y a aussi le côté honneur, le côté tribal, le côté chamanisme, mais le côté honneur, propre justement au Mok Natal et aux anciens orques. Et en l'occurrence, il tombe il arrive dans une ville qui est en pleine construction, Orgrimmar, et il se rend compte en fait qu'il y a tout que la horde des orques qu'il avait quitté est arrivée en Kalimdor. Il voit que c'est pas pareil, il n'y a pas de présence démoniaque, il voit des chamans, etc. Donc il se dit tiens, la horde a changé, j'ai raté des choses. Et lui il aime pas trop le côté urbain, lui c'est vraiment un mec de la nature, hein. Il aime bien, c'est un pisteur Rexxar, c'est un tracker, c'est un chasseur. Il reste il préfère les étendues sauvages que la ville. Et du coup c'est vrai qu'il arrive en ville, et alors c'est pas Daniel Balavoine, hein, il fait pas fuir les passants, mais parce que bon après il est quand même massif le machin. Mais du coup il arrive, il va voir Thrall, il lui confie le message. Donc c'est un message tout simplement des signes d'activité Killboar dans la région. Et au final Thrall le remercie, lui dit vous avez honoré la mémoire de mon soldat, merci beaucoup, merci à vous. Vous serez tout simplement le bienvenu à Orgrimmar. On accueille justement tous ceux qui veulent un nouveau foyer, qui veulent construire, qui veulent aller vers l'avant et qui veulent construire quelque chose. Potentiellement même ceux qui ont pu faire des choses terribles par le passé, qui veulent se repentir. C'est tout simplement notre credo, nous, dans notre horde. Donc si vous voulez, on peut vous offrir l'hospitalité. Rexxar est touché par autant de générosité. Et c'est vrai que tout de suite il voit en Thrall, il voit le charisme de Thrall, il voit en lui un chef d'exception, et c'est vrai qu'il est touché par ce geste. Et du coup il dit écoutez, c'est un super plaisir, c'est super gentil. Bon, il dit pas avec une voix comme ça, hein. Moi j'ai une voix de Tarlouse à côté de lui, évidemment, ce serait plutôt merci à vous. Mais du coup il dit merci chef de guerre. Mais du coup il veut justement, il veut payer son pain, il veut justement il considère que l'hospitalité de la horde est très généreuse, mais il s'est toujours battu pour avoir ce dont il avait besoin. Du coup il veut aider la horde dans sa construction. Il voit que la nouvelle horde semble beaucoup plus noble que l'ancienne, et du coup Thrall accepte sa générosité aussi, et va lui demander, lui donner plusieurs tâches à accomplir pour aider justement à la fondation de Durotar, à la construction d'Orgrimmar et à la construction tout simplement de la nouvelle nation de la Horde en Kalimdor. Et du coup
Thrall va d'abord lui assigner un coéquipier, et pas n'importe quel coéquipier, très important puisqu'il y a eu une phase de disparition dans World of Warcraft et il vient de revenir avec Battle for Azeroth. Il s'agit tout simplement de Rokan. Rokan donc, qui est le bras droit de Vol'jin, donc c'est tout simplement un Darkspear, donc un troll sombre-lance, donc un troll des îles on va dire, un troll de jungle, troll des îles, qui est tout simplement un chasseur des ombres et qui va aider, donc c'est l'émissaire de Vol'jin. Donc l'émissaire troll auprès de la Horde, une sorte d'ambassadeur on va dire, et du coup Rexxar lui dit bah écoutez, Rokan est un grand éclaireur et un très grand utilisateur de magie, donc bien écoutez, Rexxar, pour t'aider à ta tâche, eh bien je te confie Rokan. Donc Rokan il dit pas grand chose dans la campagne à l'époque, hein. Bon, il fait des têtes mais du coup il est assez mystérieux on va dire Rokan, mais c'est là où il va faire grandir sa légende évidemment, le petit Rokan, puisqu'il va aider Rexxar dans toutes ses tâches. Et au final eh bien la première grande mission que va avoir Rexxar, bah, tout simplement la mission, enfin le message qu'avait porté le soldat orc. Je vais pas citer tous les noms, il y a certains noms, je vais les taire, on s'en fout, ils ont des noms, mais on s'en fout, c'est des Marcus Jonathan concrètement, hein, on s'en fout un petit peu. Je vais essayer de mettre des noms vraiment de personnes qui ont plus d'importance, parce que sinon il va y avoir plein de noms dans cette vidéo. Donc Rokan et Rexxar vont commencer à faire différentes missions. Déjà pour commencer, ils vont repousser certains hommes cochons justement qui avaient lancé des embuscades sur les orques. Et à côté de ça, bah, au sein d'Orgrimmar, il va y avoir une mission, c'est d'aider Gazleux, évidemment, hein, le petit Gazleux qui va avoir eh bien, besoin d'aide pour eh bien, justement s'occuper des cavernes d'Orgrimmar. Gazleux explique que voilà, pour une ville, une mégalopole presque comme Orgrimmar, donc une ville énorme comme Orgrimmar a besoin, puisque en termes de taille, hein, je le rappelle, Orgrimmar est le foyer de la Horde, Terramort est le foyer de l'Alliance, et du coup ces deux villes sont censées être gigantesques, hein, deux des plus grandes villes, dans deux des plus grandes métropoles, je dirais même mégalopoles d'Azeroth, hein, même s'il y a très peu de mégalopoles, bah là c'est vraiment l'idée d'avoir des milliers, voire des millions d'habitants, parce que bah voilà, c'est les deux plus grandes villes de la Horde et de l'Alliance. Et du coup Gazleux dit bah voilà, on aura besoin évidemment d'acheminer de l'eau pour les habitants, etc. Et du coup, il y a énormément de nappes phréatiques sous Orgrimmar et sous Durotar, et il va falloir qu'on pompe un peu dedans, mais le problème c'est que toutes les cavernes en dessous d'Orgrimmar sont habitées à part des kobolds, hein, ces hommes souris, ces hommes rats, et du coup, espèce de Skaven en fait, hein. Mais du coup, c'est vrai que c'est un souci, et du coup Rexxar et Rokan vont s'en occuper, ils vont utiliser l'aide des gobelins, aussi des sapeurs gobelins, Gazleux va un petit peu voilà, et du coup finalement les kobolds vont être tués, et on va eh bien, nettoyer les cavernes, ce qui va permettre eh bien, à Gazleux de continuer son aqueduc un peu souterrain pour permettre, eh bien, tout simplement de ramener de l'eau en Durotar. Et du coup, enfin en Orgrimmar principalement. Au final, Thrall va faire présenter, puisque Thrall était de toute façon très souvent en conseil, il se tient souvent en conseil avec son principal bras droit. S'il s'agit de son ami d'enfance, alors il y a très peu d'images de cet illustre personnage orc qui a été complètement oublié, et pourtant qui est tout simplement le numéro 2 de la Horde, hein, au-dessus de Cairn, au-dessus de Vol'jin, au-dessus de Rokan, au-dessus de tous ceux que vous connaissez, que vous kiffez. Eh bien il y a le bras droit de Thrall, donc le numéro 2 de la Horde, il s'agit de Nazgrel. Nazgrel qui est le commandant en chef de toutes les forces de la Horde, le conseiller principal de Thrall, et tout simplement dans World of Warcraft vous pouvez le trouver en Draenor. Alors la Draenor, notre Draenor, pas la Draenor alternative de World of Draenor, mais la Draenor, donc les terres dévastées, en gros. Donc c'est, j'ai oublié l'autre nom, mais c'est pas grave. Donc en Burning Crusade il était à Thrallmar, donc la ville qui est en hommage à Thrall, où justement Nazgrel est le grand commandant de la Horde en Draenor. Et du coup eh bien Nazgrel donc va confier certaines missions aussi envers Rexxar, et c'est justement lui aussi qui fait un petit peu office de principal commandant quand Thrall est occupé. C'est lui qui va tout de suite lui donner les missions, et notamment il y a des harpies qui harcèlent les caravanes orques vers Mulgore, donc qui sont liées avec les taurennes, et celles par exemple qui vont vers les îles de l'écho, puisqu'il y a du marché, enfin forcément il y a du commerce entre les taurennes, les orques et les trolls, et du coup il y a des caravanes, et même des différentes villes orques, et du coup il y a des caravanes qui sont attaquées et pillées par les harpies, et du coup eh bien Rexxar va s'en occuper et leur latter la gueule. Donc Nazgrel est très content évidemment. Donc, encore une fois c'est la fondation d'une nation, donc c'est un petit peu technique, et lors de ses premiers voyages, eh bien Rexxar va faire la connaissance d'un Pandaren, le plus connu des Pandaren, puisqu'il s'agit d'un maître brasseur, et pas n'importe lequel, il s'agit de Shen Stormstout, donc c'est Shen Brume d'orage en français je crois, et du coup eh bien Shen
qui d'ailleurs historiquement est le premier Pandaren premier Pandaren au final qu'on ait rencontré dans Warcraft, dans le monde de Warcraft. Et d'ailleurs ça sera du coup le premier pas vers la découverte de la race Pandaren qui amènera l'extension Mist of Pandaria par la suite. Des fois il suffit pas de grand chose pour une extension, hein. D'ailleurs une très bonne extension Mist of Pandaria. Et au niveau du lore c'est exceptionnel. Alors, on y reviendra de toute façon dans une future vidéo aussi. J'espère qu'elle arrivera plus vite par contre que les autres dont je vous ai parlé. Mais du coup tout simplement Shen est en voyage ici. Alors pourquoi? Parce que c'est un maître brasseur, donc c'est un aventurier qui parcourt le monde, un vagabond. Alors il n'est pas le seul Pandaren, hein. Il explique aussi qu'il n'est pas le seul Pandaren à faire ça. D'ailleurs il y a certains avant-postes, certains points de débarquement, certains comptoirs Pandaren un peu partout dans le monde, notamment à l'ouest de Kalimdor, et Shen eh bien, explique qu'il vient un petit peu de là-bas. Et bon, à l'époque il le dit pas forcément, c'est dans le RPG, mais du coup Shen explique que voilà, il cherche des ingrédients pour sa bière, pour améliorer sa bière, et du coup il parcourt le monde à la recherche de ça tout en aidant un petit peu ça fait un peu penser au voyage de Sun Wukong, c'est à dire que il voyage un peu partout, il aide les personnes dans le besoin, il aide les opprimés, tout en améliorant en accumulant de l'expérience et en améliorant aussi les ingrédients pour brasser sa bière, parce que c'est un maître brasseur, ne l'oublions pas à la base. Et du coup, eh bien, il va aider Rexxar. Rexxar, en fait, il va y avoir une aide mutuelle. Rexxar va aider Shen à trouver des ingrédients pour sa bière, et d'un autre côté, eh bien, Shen va aider Rexxar et les personnes dans le besoin, et il juge que la Horde est dans le besoin, et du coup, il va intégrer temporairement la Horde pour aider Rexxar. Et du coup, donc ils vont ensemble tous les trois, donc Rokan, Shen et Rexxar vont parcourir, faire différentes missions. Et ils vont notamment aider un chaman à lutter contre certains orques toujours fidèles aux démons, hein. Je vous rappelle, il y en a présent en Lordaeron avec une partie du clan Blackrock, mais également eh bien, de présents en Kalimdor, hein, qui s'étaient joints à la Légion Ardente lors de la 3ème guerre. Et du coup eh bien, il en reste un petit peu, il reste des poches de résistance qui formeront d'ailleurs la Lame Ardente, à ne pas confondre avec le clan Burning Blade évidemment. On va dire Lame Ardente pour les démonistes et Burning Blade pour le véritable clan Orc. Et on y reviendra après des Burning Blade, mais vous avez la vidéo de Samuro bien sûr qui le rappelle. Du coup ils vont faire d'autres nouvelles missions, et à un moment donné il y a Drek'Tar, donc le maître spirituel de Thrall, le conseiller spirituel de Thrall, qui est tout simplement dans la hiérarchie des chamans de la Horde Orc. Drek'Tar est le numéro 1, c'est le papa, c'est un peu le papa, c'est d'ailleurs même grand papa parce que c'est l'un des orques les plus vieux au final encore présent dans la Horde. Et Drek'Tar, eh bien, il explique justement que voilà, il sent des troubles dans la force, et du coup il sent des troubles d'ordre spirituel, et justement il va demander l'aide de Rexxar pour comprendre l'agitation qui bloque un petit peu certains lézards tonnerres. Et il y a toute une vallée qui s'appelle la vallée des lézards tonnerres, et au final ces lézards ils sont complètement devenus fous, et il y a une grande agitation qui règne, et du coup il veut enquêter là-dessus, et il va demander à Rexxar d'aller voir ce qui se passe. Et finalement Drek'Tar va les accompagner, va accompagner le petit groupe de compagnons pour justement enquêter sur place. Et au final il se rend compte que les lézards sont complètement devenus fous, les lézards tonnerres sont complètement devenus fous à cause justement d'humains qui ont en fait un peu ravagé, leur endroit naturel, les forêts un petit peu, enfin il y avait des forêts etc, enfin des forêts, on parle de forêts désertiques, hein, donc des baobabs, des machins comme ça, mais en gros ils ont perturbé l'environnement, et au final c'est ce qui a c'est ce qui a rendu fou les lézards tonnerres. Le truc c'est que Drek'Tar connaît un petit peu la politique de la Horde, et il sait très bien que Thrall ne veut pas risquer un conflit ouvert avec les humains. Ça a été beaucoup trop délicat déjà pour calmer les orques et les humains, pour faire un traité de paix entre l'Alliance, parce que c'est même plus large, entre l'Alliance et la Horde. Je rappelle qu'il y a eu énormément de pertes dans Warcraft 1 et dans Warcraft 2, donc la première guerre et la deuxième guerre, où forcément des familles orques ont été tuées, ils ont été mis en esclavage, etc. Ils ont été mis dans des camps d'internement. Les orques ont également massacré plein d'humains, des familles humaines, etc. Des familles naines, des familles elfes, etc. Donc il y a une énorme haine qui est encore présente entre les deux camps. Donc il a fallu calmer, apaiser les tensions avec ce traité de paix. C'est une paix difficile à entretenir forcément, puisque de chaque côté il y a encore les anciennes rancœurs, je dirais, les vieilles haines qui restent. Du coup Drek'Tar dit bon, on peut pas risquer d'aller emmerder les humains, donc eh bien on va tuer les lézards qui sont devenus fous pour calmer un petit peu, parce qu'on n'a pas envie que les lézards attaquent les humains, et prétexte justement que c'est la Horde qui a agi. Donc ils vont s'occuper de préserver les lézards tonnerres qui n'ont rien fait, tuer les lézards tonnerres un peu énervés, pour éviter justement, le mot d'ordre c'est respecter la paix. La paix est primordiale entre l'Alliance et la Horde.
Du coup ils vont revenir voir Nazgrel, hein, le commandant en chef de la Horde, qui se pose des questions concernant l'ingérence humaine dans ces endroits là. Et du coup il va commencer à organiser, enfin de toute façon il organise toujours l'armée, mais il va commencer à s'occuper un petit peu en détail de, voilà, de réorganiser un petit peu l'armée, mais surtout de les tenir, de faire en sorte qu'ils se tiennent prêts. Mais surtout il va confier la tâche de reconnaissance. Et je rappelle que Rokan tout comme Rexxar sont plutôt des éclaireurs à la base. Ils vont les charger justement de découvrir ce qui se passe, pourquoi les humains sont aussi loin des terres, parce que je le rappelle, hein, mais au niveau de la carte, nous avons tout simplement les humains sont censés être beaucoup plus au sud, et là au final ils sont assez hauts mine de rien, ils sont assez hauts. Du coup il veut justement, Nazgrel veut qu'on enquête sur ce problème, et au final il va envoyer Rexxar à Razoril, donc c'est Tranche-Colline en français je crois, Tranche-Colline. Donc vous voyez déjà l'air de... Enfin c'est censé être un voyage qui dure un petit peu, et vous voyez que au niveau d'Orgrimmar, enfin entre Orgrimmar et Tranche-Colline c'est tout petit, hein, le temps il est pas très long. Alors c'était tous chiant bien sûr d'aller d'un point à l'autre, mais au final c'est pas très grand, c'est pas si loin l'un de l'autre. Et au final ça c'est déjà un voyage un petit peu long. Et au final il arrive sur place et il y a le commandant local, donc Gartok, qui est encore trouvable hein, dans World of Warcraft, qui est le chef de Razoril, et qui explique là que à l'heure actuelle non, il n'y a rien à noter sur les activités humaines. Les humains se tiennent tranquilles, donc apparemment pas de problème. Donc par contre il explique que justement les humains sont tranquilles, mais pas les Killboar, donc les hommes cochons, les Huran. Et du coup il va confier une tâche à Rexxar, qui va massacrer les Killboar, les repousser, disons les tribus Killboar qui attaquent Razoril et qui affaiblissent les troupes de la Horde, enfin les présences de la Horde en ces lieux. Donc Rexxar massacre tout ça, et quand il revient pour dire on a fini, on s'en est occupé, il va même dans des montagnes, dans des grottes, etc. hein. Il y a des grottes, il y a tout un système de grottes où les Killboar sont, parce qu'ils creusent, hein, ils creusent et ils s'abritent dans des terriers. Et du coup, ils vont aller à un observatoire gobelin. Alors, l'observatoire gobelin, on ne sait pas trop où il se trouve, puisqu'il est au sud de Razoril. On ne sait pas trop si c'est Cabestan, ça pourrait être tout simplement Cabestan en fait, ce qui deviendra Cabestan par la suite. On ne sait pas encore si c'est Cabestan ou pas. Mais au final, Rexxar va trouver l'observatoire gobelin, et c'est tout à fait possible que ce soit Cabestan. Puisqu'il me semble, si je dis pas de bêtises, qu'en plus les gobelins présents disent qu'ils sont sous les ordres de Gazleux. Donc c'est possible que ce soit Cabestan. Et du coup, qui est une ville de la Horde au final. Et donc, il découvre avec cet observatoire qu'en fait, il y a une invasion humaine qui se prépare. On voit toute une flotte d'invasion, il y a des bateaux de partout, une flotte d'invasion complètement présente, et même certains campements d'avant-poste qui ont été créés par les humains. Donc ils se sont organisés très très haut dans les terres. Du coup ça inquiète énormément évidemment les Rexxar et Rokan, et du coup ils vont revenir à Razoril, et ils se rendent compte, donc Gartok dit justement allez prévenir Thrall parce que c'est super important. Et au final vous voyez il joue le rôle de vraiment d'éclaireur et d'émissaire. Donc la paix doit être maintenue avant tout, c'est le plus important. Nazgrel va tout de suite s'occuper personnellement, là il veut s'occuper personnellement de cette histoire. Il va commencer déjà on sent déjà que on est sur le sentier de la guerre, hein, on s'y dirige. Et du coup Nazgrel va remettre en place les troupes de Grunt, etc., les troupes orques. Et au final il va quand même chevaucher, hein, je rappelle c'est un chevaucheur de loup avant tout. Alors c'est un peu... Pour rappeler vite fait le personnage, Nazgrel, on en reparlera plus dans une histoire consacrée à Thrall. Mais Nazgrel en fait il a fait le chemin inverse de Thrall. Thrall était un guerrier qui est devenu un chaman, Nazgrel était un chaman qui est devenu un guerrier. Donc c'est aussi pour ça qu'il a ce... Puis c'est un orc du clan Frostwolf à la base, c'est pour ça que vous voyez les couleurs bleues et les peaux de loup, etc. Donc à la base c'était un chaman qui est devenu un guerrier. Donc ils ont fait le trajet inverse, et en plus ils sont amis d'enfance ensemble, hein, Nazgrel et Thrall. Putain, amis d'enfance. Amis d'adolescence je dirais plutôt, amis d'adolescence, parce que il a vécu enfant, bon on s'en fout, on fera une vidéo sur Thrall. Mais du coup Nazgrel va s'occuper personnellement de cette histoire, il va chevaucher sur les loups, et il va aller à Razoril pour voir justement l'activité humaine, et il va essayer d'être une sorte d'émissaire de Thrall pour voir un petit peu, négocier avec les humains, voir ce qui se passe. Et il arrive à Razoril, donc à Tranche-Colline, et au final il se rend compte que le village orc, la ville orc a été attaquée, et les humains, les villageois orcs ont été massacrés par les humains. Gartok est encore vivant et il explique la situation, ce qui s'est passé. Nazgrel lui dit écoute, repose-toi, on va s'occuper de tout ça. Et finalement ils vont attaquer justement le poste avancé des humains, qui n'est autre que Tiragarde. Donc je vais vous remontrer la carte, hein, pour que vous ne soyez pas perdus. Donc le premier bastion avancé des humains, il s'agit du fort de Tiragarde.
Vous voyez, Razor Hill, c'est juste un petit peu au-dessus de Tiergarde. Et vous imaginez, c'est déjà des grandes distances, hein. C'est des très grandes distances, alors que dans WoW, vous faites ce chemin en 2 secondes, quoi. Et au final, du coup, en attaquant Tiergarde, eh bien, il repousse la menace d'invasion, enfin la première menace d'invasion humaine, la première activité humaine aussi haute dans le nord, ce qui surprend évidemment énormément Nazgrel. Et du coup Nazgrel eh bien, va retourner voir Thrall en lui expliquant eh bien, que les humains portent des couleurs vertes avec un symbole très particulier. Il s'agit d'une encre, d'un symbole d'encre jaune ou blanc, et du coup c'est vrai que Thrall se dit ça me dit quelque chose ce symbole, mais j'ai oublié, sachant que Terramort, je le rappelle, les couleurs, les blasons de Terramort c'est aussi une encre, mais la couleur est blanche et l'encre est dorée. Donc il y a une petite différence avec les couleurs vertes et l'encre blanche, blanche or qu'on peut trouver. Donc il y a un lien, mais au final on n'est pas, ils sont pas forcément sûrs si c'est juste une autre brigade de Terramort ou si c'est vraiment une autre nation humaine. Thrall lui il était bébé encore quand il a connu la première et deuxième guerre, du coup il se rappelle pas forcément de ça, et les personnes présentes voilà, elles en ont combattu de l'humain, elles s'en souviennent pas, ils sont pas forcément experts dans les blasons humains. Donc ils veulent justement enquêter là-dessus, et surtout le premier truc c'est que Rokan s'inquiète tout de suite, il s'inquiète immédiatement. D'ailleurs pour la petite blague, c'est l'une des rares lignes de dialogue de Rokan en tout cas dans l'histoire principale. Puisque Rokan s'inquiète, il est l'ambassadeur et l'émissaire des trolls Darkspear du Rotard, et à Orgrimmar du coup, et au final il s'inquiète parce que justement s'il y a une force d'invasion humaine qui arrive du sud, ça attaquerait directement son nouveau foyer, les îles de l'écho. Du coup eh bien il s'inquiète pour les trolls, il en fait part à Nazgrel et à Thrall, et Thrall dit effectivement moi je commence à m'inquiéter de ce qui se passe, il faut tout de suite que vous teniez informé Vol'jin et les trolls pour que justement ils évacuent peut-être les îles de l'écho, parce qu'il y a potentiellement une invasion qui se prépare. Donc Rexxar, Rokan et Shen vont justement aller vers le sud et vont arriver sur les îles de l'écho. Alors très important, sur les îles de l'écho, hein. Il n'y a pas encore le village de Sen'jin, il n'y a pas encore de village troll sur le continent. On est dans les îles de l'écho, par contre ils arrivent au village de Sen'jin des îles de l'écho. Alors ça va changer, vous allez voir pourquoi. À la base le village de Sen'jin était aux îles de l'écho. On verra qu'il va être évacué et que finalement il y aura un nouveau village de Sen'jin qui va s'établir sur le continent, et c'est le village de Sen'jin que tout le monde connaît dans World of Warcraft. Donc sur les îles de l'écho, eh bien il y arrive. Effectivement la menace tant crainte est présente. La flotte humaine, alors la flotte humaine, on ne sait pas encore de quelle nation, mais il s'agit de la flotte de Kultiras, est en train de manœuvrer, est en train d'organiser un blocus autour de l'archipel. Et du coup Vol'jin accueille évidemment les envoyés de la Horde avec respect, surtout qu'il y a en plus Rokan, son bras droit qui est ici, donc pas de problème. Et Vol'jin découvre de la part de Rokan. Alors je rappelle que le village de Sen'jin, ça porte le nom du père de Vol'jin. Et si vous avez vu la vidéo de Warcraft 3, vous vous en rappelez. On y reviendra plus en détail dans une autre vidéo. Mais en tout cas, Vol'jin du coup est informé de l'invasion imminente de l'Alliance, et à ce moment-là, eh bien, il dit ok, donc il se rend compte de la menace, et il dit bon il faut qu'on évacue les îles de l'écho, qu'on regagne le continent, qu'on s'établisse sur le continent pour que justement la Horde puisse nous aider, et surtout qu'on ait la protection de la Horde, tout simplement. Nazgrel, les troupes orques pourront protéger justement les trolls si jamais ils sont sur le continent, alors que sur les îles de l'écho c'est beaucoup trop loin, l'armée n'est pas encore prête, donc c'est pas possible. Donc ils se replient, mais le problème c'est que l'évacuation elle peut pas être faite facilement, évidemment, face à l'invasion humaine. Donc pour faire gagner du temps, une de mes unités préférées de Warcraft 3, parce que les voice lines sont dingues, les voix sont exceptionnelles, le doublage français est monstrueux, et bien nous avons les chevaucheurs de chauves-souris, qui sont des trolls complètement tarés, qui du coup chevauchent des chauves-souris, et qui ont des espèces de cocktails molotov, et tout est... On sent le côté un peu l'influence goblin aussi, parce que les trolls et les gobelins ont toujours une relation un peu particulière. Et au final, eh bien, ils balancent des cocktails molotov et du feu partout. C'est complètement des tarés, hein. Moi j'adore ces trolls. Et au final, eh bien, Rexxar, Rokan et Shen vont chevaucher des chauves-souris, et les chevaucheurs de chauves-souris vont les accompagner. Il y a toute une armada du ciel qui va aller retenir la flotte de l'Alliance enfin la flotte humaine, pendant que l'évacuation de l'île a lieu, sachant qu'il y a des centaines et des milliers de trolls qui évacuent évidemment, et qui vont rejoindre le continent. Donc pendant ce temps il y a une bataille aérienne et navale qui va s'engager avec, alors à la base il n'y a pas de
Enfin, c'est surtout des bateaux, hein. Il y a 2-3 gyrocoptères, etc. Mais enfin, c'est vraiment une flotte humaine. Il n'y a pas encore vraiment de... On verra dans un second temps que pour le moment c'est surtout des humains de Kultiras, donc forcément il n'y a pas de gyrocoptère ou quoi que ce soit. Donc ils sont très vulnérables à une attaque aérienne et au final... C'est surtout du sabordage, un travail de sap que vont faire les... C'est pas vraiment une attaque pure, c'est pas on va détruire la flotte, mais c'est vrai qu'au final ils vont foutre le feu partout. Et du coup les bateaux, bah, il va y avoir pas mal de pertes. Alors certes la plupart des humains c'est pas une attaque en règle, donc les humains vont s'en sortir. Mais la plupart, il y a quand même une bonne partie de la flotte humaine qui va être cramée. Et au final, eh bien, pendant que l'évacuation se fait, voilà, il y a des bateaux de Kultiras qui vont être coulés et certains mis hors d'état de nuire, hors combat, par justement l'armada aérienne des trolls, des chevaucheurs de chauves-souris tout simplement. Donc l'évacuation réussit, il y a le nouveau village de Senjin qui va s'établir, le débarquement troll a bien lieu et du coup, justement dans l'endroit qu'on appellera village de Senjin. Au final, avant même que Rexxar, Rokan et Shen aillent dans le village de Senjin, ils vont faire leur rapport envers Thrall et Thrall justement est très étonné des manœuvres humaines et il s'inquiète fortement bien sûr de la présence humaine aussi haute dans le nord, hein. Dans le pacte avec Jaina, bien sûr il y avait des échanges etc, il pouvait y avoir des échanges commerciaux et tout, mais c'était surtout voilà, vous restez au sud, nous on reste au nord. Pas de problème, on n'aura pas d'ingérence l'un contre l'autre, comme ça on peut maintenir la paix. Parce que bon, bah, pour le moment, les griefs, on va dire les tensions étaient encore un peu tendues, les blessures n'étaient pas encore tout à fait refermées, donc le temps permettra de guérir et peut-être que plus tard on pourra avoir des échanges beaucoup plus cordiaux. Mais à l'heure actuelle c'était nous on est dans le nord, vous êtes dans le sud et on reste tranquille. Le truc c'est que du coup une invasion humaine aussi et des actions militaires aussi hautes dans le nord inquiètent Thrall forcément. Comme je disais, bah, les vieilles rancunes renaissent, hein, pas mal d'orques haïssent les humains et inversement beaucoup d'humains haïssent les orques, ainsi que les trolls d'ailleurs. Donc un rendez-vous entre... Alors il y a des humains justement avec ces logos verts, hein, les humains de Kultiras qui vont... Alors le truc c'est qu'alors moi je parle de Kultiras mais la Horde ne sait pas du tout que ce sont des Kultirasiens, qu'on soit d'accord, hein. Donc à ce moment là bah, les humains justement envoyés et se font passer pour des humains de Terra Mort, donc des humains qui sont de l'alliance de Jaina. Et explique que Jaina a justement donne rendez-vous, en gros, Jaina donne rendez-vous au chef Thrall lors d'un meeting qui se passera dans une terre, dans un territoire neutre situé au sud de Durotar. Et du coup Rexxar dit ça sent le piège, c'est très bizarre, pourquoi Jaina ne vient pas s'expliquer elle-même, que ce soit en terrain neutre comme ça, au milieu de nulle part, ça sent le piège. Rexxar dit, Thrall dit bah ouais, enfin après c'est quand même Jaina je lui fais confiance, je suis lié d'amitié avec elle, on s'entend très bien, on a des liens très forts avec Jaina. D'ailleurs pour la petite parenthèse, à l'époque les liens étaient tellement forts entre Jaina et Thrall qu'à l'époque beaucoup pensaient qu'ils allaient peut-être finir ensemble, Thrall et Jaina, mais finalement ça n'a pas été le chemin, la direction suivie par les scénaristes. Mais c'est vrai qu'à l'époque il y avait des liens très forts. Du coup Thrall ne croit pas du tout au fait que c'est un piège, mais Nazgrel lui dit, bon bah Nazgrel arrive à le convaincre et lui dit bah écoute, de toute façon t'as rien à perdre, on envoie Rexxar, si c'est Jaina bah c'est pas grave, on dit bon bah Thrall arrive, et au final bah si c'est pas Rexxar, enfin si c'est pas Jaina, tu tombes pas dans un piège Thrall. Donc Thrall lui dit ok allons-y, et du coup Rexxar va le faire. Et Rexxar va du coup aller à l'endroit avec Rokan et Shen, et en fait eh bien Rexxar avait raison, c'était une embuscade menée par les humains, et au final c'est un coup dur, parce que justement Thrall se dit, mais il est choqué Thrall d'apprendre que c'était un piège, donc Rexxar massacre les humains, et au final Thrall il est choqué, il dit mais c'est pas possible, Jaina peut pas me faire ça, Jaina peut pas me faire ça, c'est juste pas possible. Donc évidemment là on est de plus en plus sur le sentier de la guerre, et au final les tensions ressurgissent et commencent à on a vraiment une escalade de violence qui commence à arriver, et au final eh bien Thrall va dire bon bah écoute, il faut qu'on ait des réponses, il faut absolument qu'on ait des réponses, donc allez au village, allez voir Vol'jin, donc le chef des trolls, allez voir Vol'jin, et on va essayer de planifier une rencontre cette fois-ci. Rexxar, je t'envoie à ma place, il faut que tu parles à Jaina et lui demander de s'expliquer quoi. Donc il y a une mission d'infiltration qui va être montée, les orques, donc Rexxar, Shen, je rappelle que quand je dis Rexxar, c'est Rexxar, Shen et Rokan, hein. Sinon je vais préciser bien sûr qui d'autres vont les accompagner. Donc au niveau de la carte, vous voyez, ils sont à Orgrimmar, et ils vont aller tout au sud au niveau des îles de l'écho. Là vous voyez le petit village juste au nord-ouest des îles de l'écho, c'est le nouveau village de Senjin. Et du coup eh bien il y a notre ami Vol'jin qui va
les recevoir et va leur dire bah écoutez, il faut qu'on ait un plan pour justement pouvoir infiltrer Terra Mort et du coup être tranquillement tout simplement pouvoir s'infiltrer sans encombre au niveau de Terra Mort. Et ce qui est très important, c'est qu'il va les mettre en contact, en relation avec un général vétéran de la Horde. Il s'agit de Sorfang, non je déconne évidemment, hein, ça c'est... non, pas du tout. Il ne sera pas du tout cité dans cette vidéo d'ailleurs, c'est un illustre inconnu. Donc il s'agit bien entendu d'une légende, que dis-je, d'un... Il était imbattable, non mais enfin en plus il était vraiment imbattable. Il s'agit de Samuro, le maître lame général. Je rappelle que les maîtres lames à la base dans War 3 sont les généraux de la Horde et les maîtres lames sont tout simplement donc tous... J'ai fait une vidéo spéciale Samuro, allez la voir, je vous invite à le faire. Vous comprendrez un peu plus ce que sont les maîtres lames, ne pas confondre le clan Burning Blade et la lame ardente qui est un culte démoniaque. Vous comprendrez pourquoi, etc. Et Samuro est l'un des plus grands généraux de la Horde, même si c'est pas le numéro 1, il est possible que ce ne soit pas du tout le numéro 1 et qu'il est même plus fort que lui. Mais il fait partie des illustres généraux de la Horde, puisque les maîtres lames étaient à la fois les généraux de la Horde, mais également la garde personnelle de Thrall. Donc ça rigole pas, imaginez Thrall quand il arrive quelque part, là, vous avez des espèces de samouraïs orques qui sont à côté, et au moindre ordre, ils dégainent et ils défoncent tout. Donc il y en a très peu des maîtres lames orques, mais alors par contre, les rares, ils valent une centaine d'orques presque, hein. Ce sont des maîtres bretteurs, monstrueux, et surtout la force des maîtres lames. Bon, je vous laisse, non, je vais pas faire de plus de parenthèses, je vous laisse aller voir la vidéo sur les maîtres lames, mais du coup, eh bien... On ne sait pas exactement où se trouve ce village, mais Vol'jin les envoie trouver Samuro dans son village, et il est possible que ce village ce soit la Croisée, qu'on appellera plus tard la Croisée des Chemins après la traduction évidemment française, sachant que ça s'appelait déjà la Croisée au départ, mais c'est devenu la Croisée des Chemins. Donc la carte globale, comme vous voyez, donc ce serait situé dans les Barrens, donc dans les Tarides, où on voit justement, donc c'est possible que ce soit la Croisée, ce n'est pas sûr. Évidemment, avec, j'en profite pour remercier encore Evanescence pour tout le travail qu'il a fait à mes côtés. Mais en gros, il y a des approximations. Certaines villes, certains villages ne sont pas nommés, mais il est probable par rapport à ce qui va suivre que ce soit le village de la Croisée, étant donné qu'il ne reste plus rien d'autres villages orques. Donc il est fort probable que ce soit la Croisée et qu'à ce moment-là la Croisée ait subi une attaque et qu'il y a eu eh bien des dizaines et des centaines de tués, puisqu'il y a eu une attaque de Séléniens. Donc on n'est pas sûr que ce soit la Croisée, mais ce serait plus logique par rapport à la taille du machin que ce soit la Croisée et que plus tard eh bien, ça devienne un des bastions principaux de la Horde dans les Barrens. Donc pour revenir sur ce qu'on disait, il est fortement indiqué que ce soit la Croisée des Chemins, et au final eh bien notre cher Rexxar va aider Samuro, puisque Samuro lui explique ce qui s'est passé. Il lui dit bah écoutez, j'ai un problème, c'est que voilà, la ville a été attaquée par des Séléniens, et du coup par ce qu'on appelle des chouettards dans Warcraft 3, donc c'est des espèces d'immenses hommes hibou. Et eh bien Samuro dit voilà, ma famille a été tuée ainsi que tout mon village, et je vous demande de l'aide parce qu'il faut mettre fin à cette menace, et puis j'ai besoin de venger les miens aussi. Alors toujours le contrôle de la haine et de la colère, mais voilà, c'est une menace qui pèse sur la Horde et qui a tué tout un village de la Horde. Il faut mettre fin à la menace et en plus apaiser les esprits des orques tombés au combat. Donc ils vont tuer les chouettards, et maintenant eh bien, il y a un nouvel aventurier qui va se joindre aux trois mousquetaires, puisque Rexxar, Shen, Rokan et Samuro du coup vont faire 2-3 quêtes ensemble, notamment donc tuer les Séléniens. Ils vont également repousser des assauts centaures qui ont lieu dans les parages, donc dans les coins. C'est pour ça aussi qu'on pense que c'est plutôt les Barrens. Et au final, eh bien, les 4 vont partir, parce que l'idée de base, je rappelle que c'est l'infiltration de Terra Mort, évidemment la mission principale, et c'est Samuro qui va être chargé d'infiltrer et de saboter les installations humaines, puisque en fait il va ouvrir la voie tout simplement au trio pour qu'il puisse infiltrer Terra Mort et demander des comptes à Jaina, tout simplement. Donc Samuro, hein, la légende vivante. Alors j'ai trouvé cette image super parce qu'elle représente bien le fait que Samuro se batte tout seul. Bon là en l'occurrence c'est des démons, mais c'est pas forcément, c'est plus une image de la 3ème guerre qu'autre chose. Mais là Samuro donc va être envoyé tout seul dans la base, dans le QG des troupes cultiraciennes, à savoir donc ce qui semblerait être la plus grande base de Kultiras dans la région, qui serait du coup Gué du Nord. Et je rappelle que dans Vanilla c'était des ruines un peu fumantes, des ruines où il n'y avait plus grand chose, et du coup il est fort probable que ce soit Gué du Nord
le point d'attache des forces d'invasion de Kultiras. Et du coup il attaque la Gué du Nord et il va saboter les installations défensives. En fait l'idée c'est d'essayer de foutre le bordel, hein, d'essayer de foutre la cohue. Et pendant ce temps Rexxar, Shen et Rokan prennent une embarcation et ni vu ni connu passent au milieu des troupes de l'Alliance et vont s'infiltrer en Terra Mort. C'est ça le plan. Samuro va gérer tout seul comme un grand et il va permettre justement avec triomphe cette mission. Et finalement, eh bien, on va aller voir du coup Jaina. Jaina, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est mise au courant du coup par Rexxar et elle s'inquiète énormément de la situation. Justement, elle a pas du tout connaissance des événements, donc elle nie en bloc elle nie en bloc tout ce qui vient d'arriver. Elle dit mais ce ne sont pas mes troupes, ce ne sont pas mes armées. Terra Mort, on a nos propres conflits à gérer, on a nos propres problèmes, on a nos propres soucis. Et je n'ai absolument pas commandité une force d'invasion des orques. Je suis très ami avec Thrall, on a le pacte de non-agression, l'acte de paix qu'on a signé ensemble me tient tout autant à cœur que lui. Et du coup ça m'inquiète d'apprendre ça parce que j'aimerais pas qu'une nouvelle guerre éclate. On est en train de fonder... Vous êtes en train de fonder Dorgrimmar. Nous, Terra Mort, vient d'être est toujours en construction. Alors, faut imaginer que Terra Mort, elle est très grande. Je dis bien imaginer parce que d'en haut, t'es un peu petite. Mais du coup, Terra Mort est immense. Elle est toujours un peu en construction sur les parties extérieures, mais c'est une immense forteresse, joyau de la construction de la civilisation de l'Alliance, je dirais. Aux elfes, on peut imaginer un quartier nain, un quartier aux elfes, etc., un quartier gnome. Enfin, c'est un immense truc avec aussi potentiellement un port un peu plus cultirassien, guilnéen, etc. Enfin, il y a tout le monde. Et au final, eh bien, Jaina décide d'enquêter elle-même et de venir sur place pour demander à ces humains justement ce qui se passe. Et du coup Jaina va arriver justement à Gué du Nord pour un peu enquêter sur cette machination et découvrir voilà qui sont ceux qui essayent de ruiner le travail de paix que Jaina et Thrall ont mis en place. Au final on se rend compte que Gué du Nord est attaqué par les Nagas. Donc au moment où Jaina, Rexxar, etc. arrivent, Samuro avait un petit peu foutu le dawa on va dire, et c'est vrai que du coup les installations défensives de Gué du Nord sont tombées, ce qui permet eh bien, une attaque ennemie, en l'occurrence c'est les Nagas qui surgissent des profondeurs et attaquent la côte et attaquent justement donc Gué du Nord. Donc il y a une bataille tripartite qui s'engage entre la horde, une partie de la horde, les humains et au final eh bien, les Nagas. Finalement Jaina ainsi que Rokan, Rexxar et Shen vont combattre les Nagas et finalement ils se rendent compte que dans les survivants de l'humain, qui sont quasiment tous morts, il y en a un qui est en train de mourir et qui lui dit ah Jaina c'est vous, le grand amiral sera content d'apprendre ce qui vient de se passer et il sera très heureux d'apprendre que sa fille est en vie. Jaina comprend à ce moment-là évidemment de qui il s'agit et elle comprend avec les blasons, les couleurs etc. qu'il s'agit de son propre père, Daelin Prodmor. Donc Daelin Prodmor qui est le grand amiral de Kultiras et le papa, il n'est autre que le papa de Jaina. Donc là Jaina se dit oh non qu'est-ce qui se passe, mon père est de retour, et elle sait tout de suite qu'il y a un problème parce que Jaina avait un petit peu coupé les ponts avec sa famille à l'époque un peu avant la troisième guerre parce que Jaina est une grande défenseur de la paix et au final Kultiras en a bavé lors de la seconde guerre, notamment en perdant le fils aîné de la famille, Derek Prodmor, qui est mort lors des différents conflits de la deuxième guerre, et lors de la troisième guerre aussi la horde un petit peu... Lors de l'évacuation, on va dire qu'ils ont peut-être coulé un ou deux bateaux de Kultiras, mais c'est surtout que voilà, la deuxième guerre avait marqué à vif notre cher Daelin Prodmor, et Daelin du coup, eh bien, Daelin il a complètement sombré dans le chagrin et dans la haine. Il voue une haine viscérale envers la Horde, et on ne peut pas forcément lui en vouloir, parce que comme je vais vous le montrer avec cette image, on fera un point bien sûr dans une vidéo spéciale sur Warcraft 2, mais Kultiras a été une des nations humaines qui en a le plus pris dans la gueule lors de la deuxième guerre, et ils ont perdu une énorme partie de leur flotte sous les assauts de la Horde, parce que entre la flotte d'Orgrim qui était plutôt vénère avec des juggernauts ogres, les flottes de guerre tout simplement de la Horde, ogres, trolls, gobelins et orques, il a perdu énormément de bateaux, mais il n'y a pas que ça, comme vous voyez dans les airs. Il y avait également les chevaucheurs de dragons du clan Dragonmaw qui avaient cramé vivants des équipages entiers de navires. Donc il faut imaginer que
la flotte de Kultira, c'est la plus grande flotte de guerre humaine qui a jamais été construite. Et pourtant il y avait des grosses flottes, hein. Stormguard avait une grosse flotte, Lordaeron avait une grosse flotte. D'ailleurs là on voit des bateaux de Lordaeron, imaginez que c'est plutôt des bateaux de Kultiras là. Mais c'est la plus grande flotte de guerre jamais assemblée par une nation humaine. Donc on imaginez des centaines voire des milliers et des milliers de navires, hein. Ils se sont tous fait cramer la tronche, ils se sont tous fait détruire et ils ont subi des défaites monumentales. Et dans ces différentes batailles, Daelin a perdu son propre fils Derek et du coup depuis il est... voilà, il n'en s'en est jamais remis. Le pire c'est qu'en plus lors de la troisième guerre il y a eu l'invasion de la Légion Ardente et des morts vivants. Et du coup Kultiras a été un petit peu touché, même si bien sûr dans WoW ça a été un peu oublié. Kultiras a été touché en partie par le passage de la Légion Ardente et les morts vivants, notamment sur les côtes nord ainsi que sur Crestfall. Ils ont été attaqués par ces trucs là et du coup c'est vrai que il a fallu prendre des décisions. Et du coup la nation de Kultiras a en a pris plein la tronche pendant la deuxième guerre et un petit peu pendant la troisième guerre. Donc comme on le disait, en plus pendant la troisième guerre, voilà, il y a eu des grosses défaites aussi. Daelin a choisi bien de partir vers l'ouest parce qu'il a appris justement... Jaina avait également embrigadé une petite partie des troupes de Kultiras qui avaient choisi de la rejoindre. Et du coup il y a des Kultirassiens qui étaient présents à Terramort. Et Daelin se dit bah voilà, il a peur pour sa fille. Il a perdu son fils aîné Derek, son fils cadet Tandred. Alors il est fort probable que Tandred ait été perdu plus tard. Mais ce qui franchement serait trop beau, c'est de se dire que Tandred et une partie de la flotte a été perdue lors des événements de la troisième guerre à cause des morts vivants et de la Légion Ardente. Ça pourrait être super intéressant d'imaginer ce truc là. Et que c'est à ce moment là qu'une partie de la flotte de Kultiras a été perdue. Et du coup ça expliquerait encore plus le choix de Daelin de voguer vers l'ouest en disant j'ai perdu mes deux enfants, il ne nous reste que notre fille, notre Jaina qu'il adorait. Et du coup il veut la voir ça serait leur seul enfant encore rescapé. Et du coup il veut la sauver. Mais sur le papier il y a de très fortes chances qu'en fait Tandred était encore présent et que du coup Daelin assure sa descendance avec Tandred présent à Kultiras avec sa femme Catherine, donc la mère de Jaina, et lui part vers l'ouest pour essayer de sauver sa fille qu'il adore, hein. Il adore sa fille donc il veut aller la sauver. Donc c'est exactement pour ça qu'il va envoyer une énorme expédition de Kultiras vers l'ouest, parce que malgré les pertes, Kultiras reste une nation avec beaucoup d'hommes. C'est une des plus grandes forces, c'est une des plus grandes forces de l'Alliance, même si ce n'était pas la numéro 1. Par contre c'est la plus grande flotte de l'Alliance, ça c'est certain. Et du coup il part vers l'ouest pour sauver sa fille. Donc petit rappel du passage des forces de Kultiras. Donc ils arrivent bien sûr de l'Est, hein, de Kultiras, du continent d'Azeroth, hein, je le rappelle, la nation de l'Est qu'on appelle les royaumes de l'Est. Il arrive de l'Est, ils ont débarqué au niveau du Gué du Nord. Donc c'est là où ils ont fondé leur QG de base qui va être un petit peu alors, les villes des pionniers. Alors en anglais c'est les settlements, donc en gros les baraquements de débarquement tout simplement. Et ils vont remonter, donc il va diviser ses troupes en deux parties. Une partie un peu plus, une expédition un petit peu plus parce que ce corps expéditionnaire va avoir une force de reconnaissance. Donc une partie de la flotte qui va voguer vers le nord, essayer justement, parce que ce qu'il veut c'est enquêter sur la situation géopolitique etc. Et il découvre que l'Alliance et la Horde sont alliés. Pour lui c'est une hérésie pure évidemment. Donc il va envoyer des forces de reconnaissance vers le nord qui vont fonder le fort de Tiragarde. Et une autre partie de sa flotte qui va faire le blocus des îles de l'Écho. Et que du coup Rexxar, Rokan et Shen ont combattu aux côtés des chevaucheurs de trolls, des chevaucheurs chauves-souris trolls de Vol'jin. Et finalement les troupes de Kultiras vont descendre vers Terramort justement. Sauf que là je vous fais vraiment un plan global pour que vous compreniez ce qui se passe. Mais pour le moment on n'a pas rencontré Daelin à Gué du Nord. Donc on n'a pas encore tout découvert. Donc encore une fois le débarquement des Kultirassiens se serait fait plutôt au niveau de Gué du Nord. Puisqu'on va voir derrière qu'ils n'ont pas débarqué directement à Terramort. Parce qu'ils ont essayé de découvrir ce qui s'est passé. Et ensuite Daelin a essayé de remonter la Horde. Enfin d'essayer de remonter la Horde contre l'Alliance. Pour que justement il puisse devenir le dirigeant de l'Alliance de Terramort. De l'Alliance de Kalimdor tout simplement. Jaina donc va choisir de regagner Terramort à ce moment là et va essayer justement de protéger Rexxar en lui disant écoutez il faut que vous reveniez à Terramort. À Terramort je pourrais mettre en place
Alors évidemment Jaina comme Thrall sont des artisans de la paix, donc ils veulent la paix avant tout. Mais Jaina, tout comme Thrall, quand il faut passer à l'action, il passe à l'action. Thrall encore plus, mais Jaina aussi. Et du coup Jaina elle veut préparer sa flotte, elle veut préparer ses troupes, si jamais il y a une guerre qui commence, parce que elle, ce qu'elle veut avant tout, c'est défendre la paix qui a été établie entre l'Alliance et la Horde. Donc elle veut regagner Terra Mort, elle dit à Rexxar, etc., qui arrête pas de courir depuis le début, qu'en Terra Mort ils seront en sécurité et que justement ils pourront enquêter là-dessus, parce que essayer on va dire de calmer son père et de dire bah arrête cette folie, parce qu'elle imagine pas que Terra Mort, enfin elle imagine pas que son père puisse complètement essayer de foutre le bordel entre la Horde et l'Alliance. Elle se dit que c'est juste un coup de théâtre et que c'était pas forcément voulu, que c'était pas fait exprès, que voilà, lui il arrive avec sa géopolitique qui date de 15 ans en disant voilà, la Horde elle est contre l'Alliance, et il se rend pas compte que voilà, il y a une paix, etc. Alors qu'en fait, nous on le sait, non. Daelin a même fait passer certains de ses troupes pour des troupes de Jaina et essayer de foutre la merde entre les troupes de Terra Mort, les troupes de l'Alliance et les troupes de la Horde. Donc on sait que c'est un salaud, on sait que c'est un petit salaud. Mais elle n'y croit pas, elle se dit non mais il y a un problème, il y a eu un quiproquo, quelque chose. Donc elle veut régler ça avec paix, on va dire. Et le truc c'est que quand ils arrivent à Terra Mort, en fait bah, ils vont pas être finalement en paix, puisque Daelin Prodmor eh bien, se présente et fait un coup d'état. Donc c'est à dire qu'il n'était pas présent à Terra Mort, il arrive avec ses propres forces, donc les forces cultiraciennes, et il va faire un coup d'état dans la ville gigantesque, dans la cité-état de Terra Mort, et il va prendre le contrôle de l'île. Et à prendre le contrôle de l'île, puisqu'il refuse la paix entre l'Alliance et la Horde, et c'est lui qui est à l'origine de ces machinations et du regain de tension entre l'Alliance et la Horde. Et au final les troupes de Kultiras donc mettent en place la loi martiale, c'est un véritable coup d'état. Donc faut imaginer que, alors au sein de Terra Mort, donc ça c'est grâce au RPG qu'on l'apprend, mais au final Jaina est le chef de Terra Mort et le dirigeant de Terra Mort. Pour l'aider il y a un conseil, elle a un conseil qui est un organe dirigeant aussi, qui une sorte d'assemblée, alors c'est pas une assemblée nationale mais c'est une sorte d'assemblée donc qui regroupe les différentes factions humaines, les hauts elfes et les différentes races présentes, hein, donc les nains et les gnomes. Sachant que d'ailleurs sur le papier il y avait aussi des petits soucis, parce qu'il y avait plus d'hommes et d'elfes représentés que de nains et de gnomes, ce qui pouvait parfois amener des petits soucis, mais bon, rien de bien méchant. Mais du coup ce conseil dirigeant va être écarté au profit de Brador, enfin au final il va être mis de côté au profit des militaires gradés qui sont fidèles évidemment à Daelin. Et Daelin devient le despote, hein, devient l'amiral, le grand amiral de Terra Mort, comme à Kultiras. Donc il devient le despote, tout simplement le tyran de Terra Mort. Sachant que du coup les pros de Jaina sont écartés ou enfermés, donc ceux qui veulent la paix entre l'Alliance et la Horde sont mis de côté, sont soit enfermés, soit incarcérés, soit certains même tués potentiellement, mais on les voit pas forcément, mais certains peuvent être tués. Imaginez un coup d'état, il y en a qui disent non, on veut notre liberté, ta gueule. Du coup à ce moment là il y en a ils sont incarcérés, d'autres ils sont mis de côté, et certains peuvent voilà, fuir à ce moment là. Du coup, les pros, Jaina elle-même va être incarcérée d'ailleurs, parce que Jaina s'oppose à ce coup d'état, c'est elle qui a construit tout, et Daelin il arrive et fait merci ma chérie, maintenant c'est moi qui m'en occupe. Elle est en mode mais non pas du tout, et du coup Daelin va faire même enfermer sa propre fille pour pouvoir mener la guerre entre l'Alliance et l'Horde. Alors évidemment il est en train d'essayer de remonter les tensions Horde-Alliance, et du coup tous les anciens humains par exemple de Kultiras, ils n'ont pas forcément le choix, tous les anciens nains etc, enfin les anciennes nations humaines, en gros il va leur forcer un choix, c'est écoute, soit tu nous rejoins et on se bat contre la Horde, soit on se bat contre les orques, soit tu vas en prison. Alors beaucoup vont dire non, mais une partie va quand même dire bah oui, et puis certains ont encore la haine envers les orques, même si bon ils ont fait cause commune sur la bataille du Mont Lyjal, etc, même contre Grom et le Scream d'ailleurs. Mais au final Daelin va voilà, remonter un peu les tensions, et finalement une partie des troupes loyalistes de Jaina vont se joindre à ses forces, mais une grande partie va rester neutre et va rester enfermée et se mettre de côté. Ça c'est très important, c'est à dire qu'au sein de l'Alliance il y a aussi un gros problème, parce qu'on le voit plutôt du côté de la Horde, mais au sein de l'Alliance il faut imaginer un coup d'état et beaucoup qui restent loyalistes envers Jaina. L'amiral du coup ordonne l'exécution de Rexxar et ses amis, hein, donc de Rexxar, Shen et Rokan, et à ce moment là Jaina va tout faire pour qu'ils puissent s'en sortir, et finalement Rexxar, Rokan et Shen vont réussir à se libérer, réussir à fuir avant que les troupes de Kultiras ne les massacrent. Jaina est enfermée, et du coup eux vont voler un navire de Kultiras et vont essayer de passer inaperçus et fuir le port de Terra Mort pour rejoindre le continent et avertir Vol'jin etc, qu'au final c'est Daelin Prodmor qui mène
cette invasion humaine sur les terres orques tout simplement. Et expliquer la situation qui se passe à Terre à Mort, bien sûr, avec ce coup d'état. Donc Rexxar retrouve à ce moment-là Vol'jin dans le village de Sen'jin, hein, le village de son papa. Donc je rappelle le village troll, donc le point de débarquement, le point d'évacuation où les trolls sont arrivés. Et il explique que justement la situation est critique, la situation est terrible. Et il nous faut, Vol'jin comprend ça et dit bon bah il faut absolument qu'on fasse chanter les tambours de guerre, qu'on fasse résonner l'appel de la Horde. Et il faut regrouper la Horde qui a combattu sur la bataille du Mont Ijal. Et du coup eh bien nous avons besoin de l'aide de toutes les forces possibles. Et du coup eh bien il faut que tu ailles en Mulgore trouver Cairn Bloodhaof, donc Cairn sabot de sang en français. Il faut que tu ailles donc trouver l'aide, demander l'aide des taurennes évidemment. Donc le chef des taurennes qu'on connaît, Cairn, va être contacté. Ils vont partir à Thunderbluff. Donc je vais vous montrer la carte. Hop, la carte. Donc vous voyez, donc ils étaient présents donc un petit peu au nord-ouest des îles de l'Écho, hein, le village de Sen'jin. Ils arrivent au Piton du Tonnerre, donc Thunderbluff, hein, le nom original. Donc ils arrivent à Thunderbluff et à ce moment-là, eh bien il y a Cairn. Ils vont tomber sur Cairn et Cairn qui va leur expliquer. Eh bien qu'il est pas forcément, apte à pouvoir, venir, étant donné qu'il lui aussi est touché par des gros problèmes. En l'occurrence, eh bien Cairn a des gros soucis. Cairn est tout simplement, son fils a été enlevé. Ce qui lui met dans un profond désespoir. Alors lui-même a essayé de trouver ceux qui justement lui ont enlevé, puisque ce sont des centaures. Les centaures et les taurennes sont en guerre depuis très longtemps. Et au final, eh bien, une tribu de centaures a réussi à tuer des taurennes, réussir à prendre en otage son fils, Bane Bloodhaof, et il a du coup été enfermé, mis en captivité. Sauf que le problème c'est que les pisteurs taurennes et Cairn lui-même qui s'occupait des opérations de sauvetage, n'ont pas réussi à retracer où sont partis les centaures. Du coup il est complètement désespéré, ça fait des jours et des jours et des jours de recherche, et du coup Cairn il commence à être désespéré, il se dit en plus il sait que les centaures sont des tarés, donc il se dit bon bah ils ont probablement tué mon fils, et il est complètement, c'est son seul fils, du coup il est bouleversé, Et en l'occurrence, eh bien, Rokan, Rexxar et Shen vont réussir à trouver des marcheurs des esprits. Donc ce sont des... Alors c'est un peu particulier les marcheurs des esprits, c'est un mélange entre des druides, des chamans, c'est très particulier, mais c'est une classe on va dire ce sont des maîtres, enfin ce sont des espèces de spiritistes, on va dire des chamans, ça ira plus simple, mais c'est des chamans très particuliers, donc des marcheurs des esprits taurennes qui vont les aider à retrouver finalement. Et puis Rexxar est un grand pisteur, donc il explique qu'il peut retrouver les traces. Et au final, avec l'aide de Rexxar et des marcheurs des esprits, ils arrivent à retrouver les traces des centaures, et finalement eh bien, ils vont les massacrer sans vergogne et libérer Bane Bloodhaof, donc le fils de Cairn qui est tout petit. ils vont le libérer, et finalement Cairn est super heureux, il est super content, et il dit bah merci beaucoup, encore une fois je dois tellement à la Horde que pas de souci, maintenant que mon fils est en sûreté, et que la menace centaure a été pacifiée, place à la guerre. Et du coup Cairn convoque les tribus taurennes et dit la Horde est attaquée, nous sommes des membres fiers de la Horde, nous devons nous lever et défendre la Horde. Et du coup voilà, l'armée taurenne se met en marche vers l'est pour regagner les troupes de la Horde commandées toujours par Nazgrel. Les trolls, les taurennes et les orques se mettent en place, et en fait il faut imaginer que le village de Sen'jin devient un peu la terre d'accueil où tout le monde se met en marche. Cairn est tellement... Cairn remercie, il remercie tellement en fait, il est tellement reconnaissant envers Rexxar, qu'il va lui-même prendre part aux opérations militaires et va dire bah écoutez, je vais vous accompagner, il faut qu'on fasse payer, parce qu'il comprend la situation, on lui a expliqué évidemment, et du coup il dit bon va falloir qu'on pacifie justement la nouvelle menace humaine et qu'on rende à Jaina terre à mort tout simplement. Donc il se joint au groupe d'amis, donc là je le rappelle les aventuriers Samuro avaient été laissés de côté, donc Samuro a rejoint aussi les forces militaires de la Horde, mais du coup les trois aventuriers sont Shen, Rokan et Rexxar évidemment, et du coup Cairn se joint à eux. Rexxar du coup a rejoint Vol'jin, et il découvre qu'en fait Vol'jin il y a un émissaire ogre qui est arrivé dans le village de Sen'jin, et du coup eh bien cet émissaire ogre implore l'aide de la Horde. Donc Vol'jin lui dit bah c'est pas le moment pépère, c'est pas le moment pépère, on est un peu occupé. Sauf que l'émissaire ogre insiste et dit bah écoutez j'ai un gros problème, en fait notre clan, donc le clan ogre Stone Maul,
donc un ancien clan qui avait fait la deuxième guerre la deuxième guerre auprès de la Horde d'Orgrim Doomhammer, et bien qui avait fait sécession une fois le conflit terminé, qui était parti vers l'ouest. Un peu comme Rexxar, donc au même moment au niveau du village brisé, enfin du rivage brisé et de la tombe de Sargeras, et bien il explique que voilà, il y a un chef ogre, le tyran Korgal, qui a pris le contrôle du clan ogre en tuant son prédécesseur, et finalement, eh bien, ce mec-là, il a pété une durite, et au final, il y a un règne de terreur qui s'est installé dans le clan, et du coup, il demande l'aide de la Horde, et il prêterait allégeance à la Horde si jamais on les aide à se débarrasser de Korgal. Et du coup, Rexxar va dire, parce que Vol'jin dit ouais mais nous on peut pas, on est obligé, on est en train imaginez l'armée tauren, l'armée troll, l'armée orc qui se rassemble, il y a des milliers de troupes au final, des milliers de troupes, ils ont pas le temps de les envoyer s'occuper de ça. Donc Rexxar dit bah écoutez moi je me porte volontaire, je vais m'en occuper, en plus je suis mi-orc, mi-ogre et re-mi-orc derrière, donc je peux m'en occuper. Et du coup l'envoyé ogre le remercie et lui dit bah voilà, donc le plan qui est mis en place c'est tout simplement d'infiltrer le clan ogre, de faire en sorte que Rexxar gagne une place dans le clan et demande à Korgal tout simplement son aide pour rejoindre la Horde. La Horde est bien entendu consciente du point de fin. Ils ont utilisé les ogres pendant la deuxième guerre, donc ils savent très bien ce que valent les ogres, et l'aide des ogres serait forcément bienvenue. Et au final, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va arriver dans le clan Stone Maul, et à ce moment-là, Rexxar donc va dire bah moi j'aimerais rejoindre votre clan. Et là le chef Korgal qui est pas forcément le plus finot, il lui dit, alors il le traite avec beaucoup d'irrespect, il le traite comme un misérable parce que pour lui un bâtard, ce n'est qu'un bâtard, c'est un mi-ogre mi-orc. C'est un bâtard, c'est un demi-ogre en fait. Et du coup il lui dit semi-ogre, il le traite de demi-sang et il lui dit tu dois faire tes preuves si tu veux rejoindre le clan. Donc il va lui donner une série de missions à faire pour impressionner, voilà, pour pouvoir faire vraiment partie du clan Stone Maul. Rexxar va faire ses tâches, finalement va être accepté dans le clan Stone Maul. Et à ce moment là il dit bah écoutez, en tant que membre du clan Stone Maul, je te demande, humble chef Korgal, de joindre nos forces à la Horde pour aider la Horde, rejoins la Horde et comme ça on pourra bloquer cette menace parce que même les ogres se rendent compte que l'invasion humaine commence à arriver. Donc petit point, on va faire un point carte, on va faire un point cartographie avec justement... Donc, alors ça c'est un peu particulier, je vais en faire une parenthèse, mais il y a deux emplacements pour les villages Stone Maul. On n'est pas forcément sûr de celui que c'est, alors je sais, certains dans les commentaires vont me dire mais si c'est celui-là, c'est celui-là. On a vérifié à fond les ballons, je vous le dis tout de suite. Dans la BD par exemple de Varian, il est expliqué que Rexxar a combattu en Feralas, donc vous voyez tout à l'ouest, là où il y a le Fort Stone Maul. Alors d'ailleurs, il n'est pas géographiquement présent ici, il est un peu plus bas, mais pour qu'il apparaisse, on vous l'a affiché ici. Et du coup, le Fort Stone Maul, c'est tout simplement l'endroit, le QG principal des ogres du clan Stone Maul. En l'occurrence, dans la BD Varian, ils expliquent que Rexxar s'est battu ici contre Korgal. Mais d'un autre côté, on a une autre partie qui, du coup, le village Stone Maul qui est pas loin du repère d'Onyxia dans le marécage d'Aprefange, donc le marais, c'est les marais de Swallow en anglais, qui dans Warcraft 3 s'appelait la marge de la mare et qui est devenu le marécage d'Aprefange, donc on va les appeler les marais tout simplement. Il y a le village Stone Maul qui est un petit peu au nord du repère d'Onyxia, mais d'en haut, ce village a été incendié par Onyxia elle-même et par sa couvée. Et du coup ils ont dû s'exporter dans un autre village qui est plus haut. Donc c'est le bordel, on sait pas vraiment où c'est. Est-ce que c'était dans les marais, sachant que quand vous jouez à War 3 c'est pas vraiment les marais, c'est plus les déserts, donc ça ressemblerait plus à un petit peu... Vous allez me dire Feralas c'est la jungle, ouais mais ça ressemble un petit peu plus, ça ressemblerait un peu plus à Feralas. Si on doit trancher ça serait peut-être dans les Barrens du sud. Mais dans tous les cas, je vous mets les deux localisations. Et de toute façon le village Stone Maul est l'un de l'est des marais, est un des bastions, on peut imaginer d'où est partie l'offensive de la Horde. Mais du coup, donc Korgal quand Rexxar lui fait la demande, Korgal se fout de sa gueule et lui dit mais on va pas aider la Horde, t'es taré toi? Nous la Horde, c'est des faibles et on les défonce. Et du coup il dit mais on aidera jamais la Horde, t'as cru? Les orques c'est des... Toi t'as du sang orc justement, c'est ce qui fait que t'es qu'un demi-sang, etc. Rexxar déjà il se sent profondément insulté et dit moi je suis envoyé par la Horde et je veux aider la Horde. Donc si toi tu t'opposes à moi, baston! Et du coup une Maggora va s'engager. Donc la Maggora je le rappelle c'est le duel. Alors ça existe aussi chez les ogres, à la base c'est un rite orc, mais c'est également un rite ogre. Sauf que chez les ogres c'est différent, la Maggora elle est un peu particulière. Il y a déjà eu des Maggora entre orc et ogre, mais une Maggora d'ogre
Enfin, Korgal invoque le fait qu'il seul un ogre peut participer à la Magora et du coup, eh bien Rexxar va provoquer en duel Korgal et du coup les deux vont s'opposer. Je rappelle qu'une Magora, contrairement à ce qui est dit dans le film, hein, le film je vous le rappelle n'est pas canon et beaucoup malheureusement pensent que la Magora donc c'est forcément un duel où on n'a pas le droit d'utiliser des pouvoirs magiques etc. Vous avez juste pas le droit d'avoir une armure. C'est juste ça la Magora. Ensuite vous pouvez vous foutre sur la gueule comme vous voulez. Donc Thrall il a le droit d'utiliser ses pouvoirs chamaniques, un démoniste a le droit d'utiliser ses pouvoirs de démoniste, etc. Là c'est un duel entre un guerrier et un chasseur, donc pas de problème de pouvoir magique. Mais du coup Rexxar tue Korgal et finalement eh bien, tous les ogres du clan vont remercier bien sûr remercier Rexxar et ils vont considérer que Rexxar est devenu le chef du clan Stonemall. Donc Rexxar devient le chef du clan Stonemall et le premier truc que Rexxar dit, bah écoutez, en tant que chef du clan Stonemall, je vous ordonne de rejoindre l'Alliance, nous allons rejoindre l'Alliance, l'effort de guerre, nous allons aider Thrall qui sera reconnaissant de l'aide des ogres et du coup un futur prospère nous attend par la suite. Donc au final il y a un conseil de guerre qui va se réunir, alors j'enlève Korgal mais du coup les ogres vont rejoindre la horde, donc je le rappelle. Au niveau des forces en présence côté ogre, vous avez les trolls de Vol'jin, vous avez les ogres de Rexxar au final, hein, les ogres du clan Stonemall de Rexxar, vous avez les gobelins de Gazleux, vous avez, qui va aider d'ailleurs dans la fabrication des bateaux, vous avez donc Thrall et Nazgrel qui dirigent les orques et la horde en question, et justement il reste Cairn qui dirige les taurennes. Donc on a une force très massive hein, du côté de la horde, sachant en plus qu'ils seront plus tard aidés par les loyalistes de Jaina. Donc ça fait une force de frappe plutôt violente, hein. Imaginez des milliers et des milliers de personnes, des milliers de troupes qui vont eh bien, lancer l'assaut. Donc la horde est assemblée, prête à la guerre, ça y est, les réjouissances vont pouvoir commencer. Et tout simplement, eh bien, Rexxar, les derniers petits points, c'est que Rexxar, eh bien, Thrall remercie énormément Rexxar, déjà pour l'aide des ogres, hein, bien sûr, parce que maintenant il reconnaît Rexxar comme, plus que c'est déjà le chef d'un des clans de la horde, hein, puisque c'est un clan ogre. Le clan Stonemall est quand même assez costaud au final. Et du coup, surtout il admire Rexxar pour avoir rassemblé la horde, pour avoir aidé les différentes factions. Et du coup, il va officiellement nommer Rexxar champion de la horde. Champion de la horde est un titre honorifique monstrueux puisque c'est tout simplement le représentant tout simplement le plus grand guerrier de la horde en fait. Un champion de la horde c'est celui qui représente toute la horde et un champion, donc c'est un peu l'avatar de la horde. Rexxar devient l'avatar de la horde. Donc c'est un titre extraordinaire et justement c'est lui qui va avoir l'immense honneur de porter la bannière de guerre de la horde. Et il va lui confier, bon Thrall va lui confier avec Drekthar, ils vont lui confier 2-3 trucs histoire de chamaniser la bannière on va dire. Et on peut partir à l'assaut, tout simplement. Donc la bataille s'engage au niveau de Tide Fury. Donc alors je vais vous montrer donc les premières batailles qui va commencer, c'est au niveau de la plus grande bataille on va dire qui va commencer, c'est au niveau de la crique de Tide Fury, donc au niveau des marais que vous voyez. Mais imaginez une bataille de plus grande envergure. Je vous montrerai ensuite la carte de l'assaut de la horde, mais il faut imaginer que c'est un assaut maritime et terrestre à la fois. Et les forces en présence de l'Alliance sont plutôt, enfin les forces en présence, je dirais de Kultiras, parce que c'est majoritairement des Kultirassiens. C'est certes peut-être quelques nains etc ont pu aider, mais c'est majoritairement des Kultirassiens. Donc la horde attaque, sauf qu'il y a un énorme blocus qui a été organisé par... donc là il faut imaginer que quasiment l'intégralité de la flotte de Kultiras est présente. Les Kultirassiens donc, font un blocus autour de la crique de Tide Fury. Donc en français c'est... j'ai un trou, c'est pas grave. Mais c'est la crique de... C'est un nom complètement changé, mais c'est pas grave. Donc la crique de Tide Fury. Donc le bastion terrestre principal, c'est un peu le pied-à-terre je dirais des troupes de Kultiras sur le continent de Kalimdor. Avant c'était Guet du Nord mais il a été brûlé. Tiragarde est encore un peu en place mais bon au final il n'y a plus grand chose. Et finalement eh bien, les forces de Kultiras ont fait un véritable blocus, donc imaginez des centaines et des centaines de navires. Et au final... Pour casser le blocus et les bases de Kultiras, Rexxar de nouveau va faire preuve d'une mission de sabotage et une opération... un petit peu spécial où ils vont justement infiltrer les bateaux, permettre en fait à la flotte de la horde d'attaquer, et surtout ils vont brûler un petit peu une partie des bateaux pour que justement le blocus tombe et que du coup la horde depuis la terre et la mer on va dire forme un étau sur les troupes de Kultiras, et la bataille est gagnée grâce justement à cette manœuvre. Encore une fois on voit que le rôle de Rexxar est beaucoup plus un rôle d'éclaireur et de saboteur qu'un véritable rôle de champion, enfin
plus qu'un rôle de, justement de meneur de troupes et de chef véritablement de guerre. On verra, ça j'en parle en détail parce que justement à la fin on comprendra un peu les choix de Rexxar. Mais du coup la Horde infiltre le blocus, comme je le disais, et met en déroute les forces de Kultiras qui vont être dispersées comme ça a été pris en étau. Faut imaginer que les forces de l'Alliance subissent des énormes pertes. Une grande partie de ces forces vont se retrouver à Terra Mort, vont essayer de se replier à Terra Mort, et une autre partie va repartir vers Gué du Nord et surtout vers le Tiragarde, qui est encore un des bastions, même s'il a été détruit, ils vont le reconstruire derrière. Et en l'occurrence, l'avancée, donc j'ai la carte de l'avancée de la Horde, donc comme vous le voyez, donc, au départ il y avait eu l'attaque de Tiragarde, ensuite l'évacuation des îles de l'Echo vers le village de Senjin, l'attaque de Gué du Nord qui venait de la croisée et de la mer également des îles de l'Echo. Par contre, il manque juste évidemment la flèche qui part de Thunderbluff, mais je me suis dit que cette flèche elle allait rendre la carte complètement dégueulasse. Mais il faut imaginer que les taurennes se sont regroupés à la croisée et au village de Senjin pour attaquer, prendre en étau évidemment le reste des troupes. Donc ils sont partis probablement du village de Stone Mall, également des Barrens, pour attaquer la crique de Tide Fury, et qui a permis justement la victoire éclatante de la Horde. Donc va commencer justement, comme vous le voyez sur la carte, la dernière bataille, la dernière grande bataille qui est l'assaut de Terra Mort, tout simplement l'assaut final de la Horde avec le siège de Terra Mort. Donc un siège maritime avant tout, puisque je rappelle que Terra Mort est une île, donc c'est un siège maritime. Et comme vous le voyez avec cette superbe image, les forces de la Horde en présence, donc au niveau de l'image, vous voyez Samuro tout à gauche, Rexxar juste à côté, Cairn Bloodhoff, donc le chef des taurennes tout en haut, Thrall au milieu bien entendu, et en bas à droite vous voyez Vol'jin, mais évidemment n'est pas présent, n'est pas représenté sur l'image, bien entendu Rokan, Nazgrel, Shen et Drek'Tar qui participent à la bataille évidemment. Donc encore une fois c'est l'union ogre, tauren, orc, troll, gobelin qui va déferler sur Terra Mort. Finalement Jaina va implorer Thrall justement d'épargner ses loyalistes, ceux qui n'ont rien fait, les habitants et les soldats loyaux à Jaina et qui veulent la paix entre la Horde et l'Alliance. Thrall va justement dire écoutez, la destruction ne suffit pas, on n'est pas la Horde de la première et de la seconde guerre. On n'est pas cette horde là, donc on va essayer d'épargner un maximum de vie. Faites des prisonniers plutôt que de détruire tout le monde. Faites un maximum de prisonniers si vous pouvez. Et tout simplement faites en sorte que les... Donc même au sein de la ville, lors de l'assaut faut imaginer un choc énorme entre les restes de Kultiras et ceux qui sont loyalistes à Daelin face à la puissante horde qui arrive et telle une vague déferlante qui va tout balayer. Mais ils vont être aidés de l'intérieur par les loyalistes de Jaina. Donc certains vont leur fournir des armes, certains vont fournir des troupes, certains vont se battre aux côtés de la Horde. Donc il faut imaginer que les loyalistes de Jaina vont être libérés aussi et vont aider la Horde. Donc c'est une bataille en fait entre une partie de l'Alliance et toute la Horde que je vous ai dit qui a quand même pas mal de monde face aux forces de Kultiras et certains loyalistes de Daelin. Donc on peut imaginer que certains hauts elfes, certains nains, certains gnomes et certaines autres nations humaines aient choisi d'aider Daelin, mais on va dire à 70% voire plus, 80% c'est des forces de Kultiras. Et du coup la bataille va être gagnée lors de l'assaut final. Évidemment ils peuvent pas défendre un assaut d'une telle ampleur, et du coup Thrall fait le serment, bien sûr, d'épargner le maximum de vie. Daelin est vaincu et lors du dernier moment, lors de la dernière poche de résistance dans le palais de Terra Mort, Daelin et ses gardes, on va dire, sont les seuls rescapés. La plupart ont été soit tués, les troupes de Kultiras ont soit été tuées, soit mises en déroute, soit massacrées tout simplement. Parce que dans la bataille, des fois, obligé, on peut pas toujours. Le mec veut pas se rendre, c'est un coup de marteau et puis t'as plus. c'est malheureux, mais c'est comme ça. Donc Daelin et ses gardes expliquent à Thrall, justement Thrall arrive et du coup Daelin lui dit t'es plutôt intelligent pour un sauvage. Parce que Daelin, encore une fois, il a la haine des orques. Il les considère comme des peaux vertes assoiffées de sang, des sauvages, des trucs qui n'ont aucune conscience, des créatures assoiffées de bataille et de sang. Il les voit presque comme des démons en fait, pour lui des démons c'est pareil. Donc Thrall lui explique que ça c'était la horde, l'ancienne horde, celle qu'on est en train de construire se repose sur des bases saines, et justement on a pu l'invasion démoniaque, on s'est libéré de l'influence démoniaque. Et du coup, nous ce qu'on veut c'est la paix, donc est-ce que vous vous rendez? Thrall demande une reddition, Daelin lui crache presque dessus en disant non, rappelez, on sait très bien que vous n'êtes que des sauvages, vous n'arriverez jamais à devenir justement pacifique. Je me rappelle de ce que vous avez fait à Stormwind, à Hurlevent, je me rappelle de ce que vous avez fait lors de la première guerre, vous avez brûlé Stormwind.
Je me rappelle également ce que vous avez fait en Khazmodan, en massacrant les nains et les gnomes, et en faisant le siège d'Ironforge. Vous avez massacré les troupes de Stromgarde, ainsi que les troupes de Kultiras. Donc je me rappelle de tout ce que vous avez fait. Votre race est une race impure, une race de sauvages, et ma mission c'est de vous exterminer tous. Le message est clair, donc visiblement il ne se rend pas, hein. Ça a pas l'air d'une reddition, chef. Et au final, et d'ailleurs je rappelle que celui qui dirige l'armée de la Horde, c'est Nazgrel. Thrall, Nazgrel et Rexxar qui est l'agent en premier lieu. Finalement donc Daelin va charger Thrall en criant pour Lothar bien sûr, et Rexxar va à ce moment là s'interposer. Il va y avoir un duel qui va partir entre Daelin et Rexxar, sachant qu'il y a aussi d'autres, les gardes, faut imaginer un assaut groupé, hein, Daelin avec ses derniers gardes qui chargent pour Kultiras, pour Lothar, ils chargent. Et il y a Rexxar, Shen et Rokan avec les troupes de guerre, donc on peut imaginer aussi les maîtres lames, etc. Notamment Samuro et les gardes de Thrall, ainsi que Thrall qui s'opposent. Et finalement c'est Rexxar qui tuera Daelin de sa main, ou plutôt de sa hache, hein. Il lui met un gros coup de hache dans l'abdomen. Et au final, eh bien, Daelin va mourir, et ses dernières paroles vont d'ailleurs être va être pour Jaina. Jaina, comme vous le voyez ici, qui est en larmes évidemment, parce que Jaina lui a dit: tu aurais dû m'écouter, père. J'ai tout fait pour qu'on évite ceci. On peut avoir la paix entre la Horde et l'Alliance, j'y crois. Et au final, Daelin lui dit en gros que elle est folle de penser ça. Et finalement, ses derniers mots vont pour Jaina, qu'elle aime. Enfin, au final, Daelin c'est un con, mais il aime beaucoup Jaina et il fait ça pour sa fille. Mais il est juste hanté par les démons du passé et par les fantômes du passé. Et finalement, c'est ce qui va amener à la perte de Daelin, qui au final était quand même une sacrée pourriture. Bon, il voulait l'extermination des orques, c'est déjà quelque chose de compliqué, mais le fait d'avoir même fait un coup d'état, d'avoir renversé sa propre fille, c'est quand même particulier. C'est ainsi que meurt Daelin Prodmore, et qui va amener tous les événements, bien entendu, de Battle for Azeroth, où Kultiras n'a pas trop apprécié, évidemment. N'a pas trop apprécié évidemment ces événements là, puisque je rappelle que les derniers rescapés de Kultiras, de l'expédition de Kultiras, du corps expéditionnaire de Kultiras, vont soit repartir en Tiragarde, soit vraiment repartir à Kultiras, et du coup vont narrer les événements en disant que Jaina a trahi son propre père, et qu'au final la Horde a détruit. Alors dans la vision des Kultirassiens, Terramort a été ravagé, a été massacré, etc. Au final pas du tout, hein. Thrall a tué ceux qui s'opposaient à eux, mais finalement il va rendre, alors que Thrall aurait pu tout simplement, c'est à ce moment là Thrall aurait pu mettre fin à tout. Il aurait pu dire Terramort détruit, annexé, etc. Thrall a dit non, nous ce qu'on veut c'est la paix, on veut pas ça. Jaina, écoute, tu peux reprendre le contrôle de Terramort, mais il va falloir que cette fois, bon cette fois par contre, cette fois tu tiens les rênes, Jaina, hein. Et bien sûr Jaina est folle de chagrin, mais Jaina sait que son père a fait une connerie et elle ne soutenait pas son père, et du coup le conseil dirigeant de Terramort ainsi qu'elle-même vont être remis en place, et les orques, les trolls, les ogres, les gobelins et les taurennes vont repartir dans leur province, tout simplement. Et le pacte de non-agression, le pacte de paix est de nouveau mis en place entre la Horde et l'Alliance de Kalimdor, évidemment. Donc voilà la fin de la campagne Orc de Frozen Throne et de la fondation de Durotar. Donc beaucoup d'événements qui sont repris, hein, mine de rien. Beaucoup de ces personnages là ont été sous-exploités, mal exploités dans World of Warcraft, je dirais. Et après, je sais pas, 15 ans, ça y est, les Kultirassiens reviennent, puisque au final on les voit présents un petit peu dans Frozen Throne, alors que je rappelle d'ailleurs que tout ce qui est la base de l'hydromancie, etc., tous les hydromanciens, donc les espèces de mages de l'eau, les augures, etc., étaient déjà présents dans Frozen Throne. On va dire le noyau dur de ce que représente la société de Kultiras a été exacerbé, mais vient de Frozen Throne à la base, a été réexploité, réutilisé dans Battle for Azeroth. Et au final, malheureusement, les héros de la Horde comme Rokan, Rexxar, Shen, après Shen lui reviendra dans Mist of Pandaria, mais Rokan, Rexxar ont été très peu exploités malheureusement dans World of Warcraft. Et le pire étant Nazgrel, Karn lui a été réutilisé, mais bon, il a eu une mort, et au final c'est Bane qui reprend le flambeau. Mais du côté de Nazgrel, qui était quand même le commandant en chef de la Horde, il a eu le droit à son heure de encore. À Vanilla il était présent aux côtés de Thrall, hein, comme dans Warcraft 3. Et au final c'est lui qui dirige l'assaut de la Horde en Draenor en tant que commandant en chef des forces de la Horde.
Et finalement bah, il y est toujours et il est jamais revenu. Alors que au final sur le papier Nazgrel c'est le numéro 2 de la Horde, devant Cairn, devant Vol'jin. Donc le mec pèse un petit peu et malheureusement bah, il était complètement oublié par les scénaristes de World of Warcraft. Donc c'est dommage, Terramort est passé du plus grand joyau peut-être de la civilisation de la civilisation de l'Alliance, j'ai envie de dire. Parce que c'est devenu une civilisation, l'Alliance a toujours été plusieurs royaumes qui se sont unis ensemble. Terramort faisait un petit peu fi de ces codes et était devenu un joyau, une nation d'elfes, de hauts elfes, d'humains, je dis bien hauts elfes, de hauts elfes, de nains, d'hommes, de gnomes et d'hommes des différentes nations humaines. Donc c'était vraiment devenu un havre de paix et devenu un joyau quoi, encore une fois un diamant brut de la civilisation de l'Est. Et c'est vrai que des civilisations de l'Est, et c'est dommage parce que Terramort a été très très peu exploité dans World of Warcraft. Donc ce qui est un petit peu triste, c'est de se dire que cette campagne est à l'origine un petit peu de ce qui est devenu World of Warcraft, et d'un autre côté qui a été très très peu exploité forcément parce que dans World of Warcraft on incarne le héros de l'Alliance ou le héros de la Horde, et du coup on devient même le champion, en gros le champion de la Horde, alors qu'au final en tant que joueur on est presque les larbins qui devront à chaque fois faire un petit peu le travail d'éclaireur. Et au final c'est peut-être aussi pour ça du coup que Rexxar a été mis de côté, puisque Rexxar est le champion de la Horde et représentait un peu ce que le joueur deviendrait, sauf que du coup il a fallu les écarter, les mettre de côté. Et enfin Rexxar et Rokan reprennent un peu du poil de la bête, mais c'est un petit peu dommage je trouve le traitement qu'il y a eu pour ces différents héros. Du coup en tout cas voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Au niveau de Warcraft, la prochaine ce sera Warcraft 2, le gros morceau concernant Warcraft. Mais je rappelle que je ferai aussi des épisodes un petit peu spéciaux avec la généalogie qui est déjà bien, ça devrait être même la prochaine vidéo de Warcraft, mais le prochain gros morceau sera Warcraft 2. Mais je ne ferai pas Warcraft 1, je sais que beaucoup se posent la question, je ne ferai pas Warcraft 1, c'est trop compliqué à faire, et je vous invite à aller voir celle de Sam Vostok évidemment. Si vous n'êtes pas toujours abonné, si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, je vous invite de vous abonner, d'aller regarder les autres vidéos que j'ai pu faire. Mais normalement, vous avez regardé celle de Warcraft 3 comme je vous l'ai dit en début de vidéo évidemment. Et donc voilà, celle de Warcraft 2 sera le gros morceau, et ce que j'ai prévu de faire c'est parler justement des différents... en fait faire une espèce de point sur le lore des différentes extensions. Par exemple un point Vanilla, un point Burning Crusade. Évidemment ça sera rigolo parce que ça sera de mon point de vue évidemment. Je vais essayer de rester le plus neutre possible, mais ça risque d'être compliqué en rappelant un petit peu... Ça sera pas aussi narratif que là, mais d'essayer de rappeler un petit peu ce qui s'est passé dans les différentes extensions. Et je compte faire aussi des hors-séries sur la généalogie pour vous aider à comprendre justement les elfes, parce que c'est le bordel les elfes. Il y a les hauts elfes, les elfes de sang, les Sandlane, les elfes de la nuit, les elfes du vide, les elfes de machin, les elfes morts-vivants, tout ça. Donc on va faire une généalogie sur les elfes. Ensuite je demanderai votre avis bien entendu, puis ensuite on s'occupera probablement des trolls, parce que les trolls c'est aussi assez complexe et différentes races comme ça. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Moi je vous fais plein de bisous, et on se dit à bientôt. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à commenter. C'est super important pour moi puisque c'est ce qui m'aide ce qui augmente la visibilité de la chaîne, et ça me demande énormément de travail évidemment ce genre de vidéo. Donc merci vraiment à vous de jouer le jeu et de partager autour de vous. N'hésitez pas, voilà, si vous avez des questions aussi et autres, les commentaires sont là pour ça. Vous abonner, regardez toutes les autres vidéos, que ce soit le lore de Warcraft, de Starcraft, de Diablo, d'Overwatch évidemment. Et j'en profite encore une fois pour remercier Evanessor, que vous pouvez suivre sur Twitter, je mettrai dans la description. N'hésitez pas à le suivre parce que c'est aussi un fan de lore de Warcraft, et il a souvent plein de petites anecdotes sur le lore, et il m'a beaucoup aidé pour concevoir cette histoire d'un héros. Donc voilà, merci encore à lui, merci à vous, et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. A plus dans le Nexus.